Sunderlight Production. Dans cet épisode, on danse sur l'intro devant les stagiaires, on parle de tonton Marcel et des smartphones qui nous gênent ou pas, d'être constant dans son effort, on essaie de se rappeler du prénom d'Alzheimer, on crie notre amour photographique à la défense, on vous dit plusieurs fois que le vélo de ma fille est orange, on compare les couleurs vues par les filles et celles vues par les garçons, on parle des nombrils tout neufs, d'enregistrer les sons autour de soi, de s'inclure dans les albums, mais surtout, on parle des petites rivières qui font les grands océans ou les fleuves ou un truc comme ça. Vous êtes tout est dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Agnès Colombo. Il vient de se passer un truc très très marrant que tu n'as pas vu et que les auditeurs ne verront pas. On a lancé le générique, nous on a des casques, il y a des stagiaires qui sont derrière. On s'est mis à danser tous les deux et vous nous avez regardé tous les... Ils nous ont regardé avec des grands yeux. Je me suis dit qu'ils allaient prendre mon iPhone pour faire une vidéo et toujours pas. Quoi. On n'aura pas, vous n'aurez pas la vidéo de notre danse. Vous n'aurez pas la vidéo de notre danse sur le générique. C'est la première fois que quelqu'un danse dans mon salon où on enregistre. D'habitude, c'est quand il y a une webcam, ça part et tout. Ça il n'y a détend pas un peu besoin de l'atmosphère. webcam pour danser. Mais en général, quand on est face à face, tout le monde est tendu. Il y a une espèce de côté un peu solennel à l'enregistrement. Je ne suis pas quelqu'un de tendu en règle générale. Écoute, c'est ce que j'avais cru percevoir de toi. Je vais commencer en m'excusant pour les auditeurs. On me parle souvent de ma voix grave. Aujourd'hui, c'est Donald Duck qui m'a remplacé parce que j'ai les allergies qui me sont tombées dessus. Donc, je vais parler du nez. Je suis désolé. C'est pas grave, je suis là pour faire l'équilibre puisque j'ai une voix assez aiguë. Donc, voilà. On m'a dit qu'il fallait que je me rapproche proche du micro. Pour avoir un petit peu plus ça va contrebalancer un petit peu ma voix toute pourrie aujourd'hui. Bonjour Agnès. Salut Julien. Merci beaucoup d'être venu chez moi avec toute ton équipe parce que du coup on est nombreux aujourd'hui dans le studio qui est mon salon. Je ne sais pas si tu connais, tu as déjà écouté un épisode ou deux peut-être. La première question. Alors je t'avoue, je vais t'avouer tout de suite. Alors non seulement je t'ai jamais écouté, mais je n'écoute jamais de podcast parce que je n'y arrive pas. En fait, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Ouais. Je suis un vrai mec pour ça. Et pour le coup, j'arrive pas à me dire j'écoute un podcast en même temps que je fais rien. J'ai l'impression de perdre mon temps. Donc c'est vraiment bizarre. Donc je suis ravie de faire ce podcast. Tu es ravie d'en faire un, ça va peut-être t'y mettre, te lancer, te faire comprendre à quoi ça sert. Exactement. Écoute, en tout cas, ceux qui écoutent connaissent l'intérêt et j'espère qu'ils vont avoir plein de choses à apprendre de toi. En tout cas, je pense qu'ils vont avoir plein de choses à apprendre de toi. Ça fait un petit moment que je pensais à t'inviter dans un épisode. J'ai gardé, parce que en fait, la grosse difficulté que j'ai, c'est de faire autre chose que famille, mariage. Parce que tout mon entourage, c'est famille et mariage. Et donc, à un moment, ça commence à faire beaucoup. Mais il se trouve que l'actualité de la FFPMI fait qu'on s'est pas mal côtoyé, on a pas mal discuté ces derniers temps, que ça me revient régulièrement en me disant il y aurait quand même des choses intéressantes. Et puis en fait, j'ai commencé à regarder un petit peu ton travail d'un petit peu plus près. Je me suis aperçu qu'il y avait un petit peu plus de choses que ce que je pensais de toi, parce qu'il y a toujours ce qu'on voit au premier abord, ce qu'on croit savoir des gens, et puis ce qu'il y a derrière en réalité, une fois que tu creuses un petit peu. Et on va en parler, parce qu'il y a plein d'aspects de ton travail en fait, qui m'ont pas surpris, mais que j'ai découvert et dont j'aimerais bien qu'on parle. Eh bien, avec plaisir. Mais avant de commencer à parler de tout ça, on va commencer par l'elevator pitch. Donc la première question de l'épisode, tu rentres dans l'ascenseur, les portes commencent à se fermer, il y a une main qui passe, c'est Steve Jobs qui rentre à côté de toi dans l'ascenseur, et il était connu pour choper n'importe qui dans l'ascenseur, lui demander ce qu'il faisait dans la boîte, et si ta réponse lui plaisait pas, t'étais viré. Donc tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es et ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis? Oh my God. Je lui dis salut, moi c'est Agnès, je suis super contente de te rencontrer. Je suis super contente de rencontrer les gens en règle générale. Je suis une entrepreneuse dans l'âme. Je kiffe faire des projets, mettre en place des choses. Je sais faire à peu près tout à partir du moment où on me montre et que ça me passionne et je suis à fond dans mes projets. Je crois que je dirais pas que je suis photographe. Je sais pas si je dirais que je suis photographe. Je sais pas si photographe te définit à 100%. Je crois que je suis une animatrice, photographe. Je sais pas. En fait, je sais pas trop. Je crois que je suis une entrepreneuse de base. Je crois que j'aime bien mettre en place des choses. C'est ça qui me fait kiffer.
Après avoir préparé l'épisode, je trouve que photographe est très réducteur te concernant. En fait. Ouais, je pensais changer ça dans mon site d'ailleurs. Ouais. Mais c'est peut-être ça le fil conducteur de ton site, justement. C'est une grande question que je me suis posée, parce que c'est une grande question que je me pose pour moi en ce moment. Moi, je fais d'un côté mariage famille, de l'autre corpo, mais moi, j'ai 2 sites différents. Toi, non. Non. Et chez toi, on va en parler un petit peu plus loin, mais chez toi, il y a justement ce côté où tout est côte à côte, et en même temps, il y a une vraie logique derrière. Que moi, j'arrive pas à construire de mon côté, en fait, quand il s'agit de moi. En fait, je crois que je vends pas une prestation, je me vends moi. Ouais, justement. Voilà, tu as répondu à 100% de mes questions en une seule fois. Bon, bah voilà, allez, salut. Merci, au revoir. On va juste résumer rapidement, en fait, en parlant de tes spécialités. Donc, si on les prend dans l'ordre de ton site, ta grossesse, bébé, mariage, portrait, entreprise, web et communication. Et il y a formation aussi quelque part, mais qui n'est pas dans les mêmes. On peut mettre. Non, je rigole. On peut mettre voyage. On peut mettre voyage. On peut mettre van life. On peut mettre youtubeuse, pas encore. Je fais un petit peu. En fait, j'arrive pas à m'écouter. J'arrive pas à entendre ma voix. Et puis j'ai pas comme tu peux le constater maintenant. J'ai pas la parole facile, je suis assez spontanée. Du coup, quand je dois dire des trucs bien sérieux, pour le coup, je me réduis, voilà, c'est un peu compliqué. Il faut que je structure. Je suis pas une meuf très structurée, pourtant je suis quelqu'un de très organisé. Ouais. C'est bizarre. C'est étonnant, justement, et c'est pour ça que tu n'as pas voulu qu'on fasse une prélecture de l'épisode à l'avance. Non, j'ai dit fais-moi rêver, Julien. Ouais. Alors, écoute, donc je vais essayer de te faire rêver. Alors. Fais-moi rêver. D'abord, je vais te demander, dans ta philosophie photo, c'est la première question que je pose toujours, c'est si tu offrais un livre à un photographe, quel livre tu lui offrirais et pourquoi ? Si je devais offrir un livre à un photographe, alors sache déjà que je ne lis pas. La question est une question d'influence plus large, mais en fait, je me suis rendu compte qu'en posant la question comme ça resserre et ça explique beaucoup plus que de dire j'ai vu un tel, j'ai vu Henri Cartier-Bresson, j'adore. Ouais, non. Je crois que je lui offrirais un livre d'entrepreneuriat. Ouais. Ça résume ta personnalité aussi ? Ouais, mais parce qu'en fait, j'estime, et je le dis vraiment à mes stagiaires qui d'ailleurs est en train de nous prendre en photo. Merci Raphaël. En fait, j'estime que la photographie est une compétence au sein de quelque chose de plus large. Ouais. En fait, vraiment un livre sur l'entrepreneuriat qui te permet juste d'aller au bout de tes projets, de mettre en place des projets et d'aller au bout de tes convictions et de ce que tu as envie de faire passer. En fait, la photo, c'est un outil pour moi. C'est ce qu'on perd souvent de vue, en fait. C'est ce que je réalise de plus en plus au gré des podcasts et des épisodes que je peux enregistrer. C'est ça, c'est qu'en fait, les gens qui ont quelque chose à dire, c'est pas la photographie le sujet. Bah non. Il y a un sujet, la photo tout cas, ne pas sert pour qu'à le moi. mettre en valeur. J'estime pas être une artiste. Je suis loin d'être une artiste et je le suis vraiment pas. Je pense que ce que je vends, c'est mes valeurs, c'est comment je perçois les choses, et si ça convient à mes clients, et allons-y, let's go quoi. Non, oui, dans ta définition, t'es pas une artiste, mais dans ton esprit, t'es quand même une artiste un peu, non ? Ah non. Non, je suis pas une artiste. Non, vraiment pas. Je pense que je suis quelqu'un. En fait, ma philosophie de vie vraiment, c'est que j'ai envie de me sentir utile. Ouais. Je crois que j'ai envie de me dire, un jour, j'ai pu donner quelque chose à quelqu'un. Ça me plaît. Du coup, la question est arrive un peu comme un cheveu sur la soupe après ce qu'on vient de dire, mais qu'est-ce qui te fait déclencher du coup ? Le premier mot qui est venu dans ma tête, c'est le bordel. Alors, c'est pas le bordel, c'est ce qui me fait déclencher, c'est qu'à un moment donné, un truc qui s'est passé va me procurer quelque chose. Ouais. Et là, je me dis, allez, vas-y, on y va. Si j'ai pas fait mes réglages, tant pis, j'y vais quand même. C'est pas très grave parce que j'ai eu la pertinence de déclencher à ce moment-là et que pour le coup, cette image-là, même si elle est sur X ou sous X ou très très floue, finalement, c'est pas très grave parce que j'ai l'anecdote qui va derrière après. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu es rentré dans l'appartement, que j'avais pas rangé certains trucs de mes enfants. Alors, je vais raconter pour les auditeurs. Ma petite fille vient d'avoir 6 ans et pour ses 6 ans, on lui a offert un jeu de mosaïque en gommette, tu sais. Donc, c'est des petites mosaïques autocollantes que tu colles avec des paillettes, exactement, des trucs comme ça. Et donc, c'est des petits carrés, c'est des grands carrés avec plein de petits carrés dedans. Et il y a une espèce de tour autour qui protège, qui a été coupé. Et ma fille, elle prend ça, elle le colle sur le sol, elle fait des marelles, des dessins, des trucs et tout. Et en préparant ce matin l'interview, donc je me suis levé ce matin, je prépare toujours 2-3 heures avant pour que ce soit bien frais dans mon esprit. Et donc j'ai dit, d'abord je prépare, et après je fais le ménage.
Et en fait, quand j'ai préparé, j'ai regardé ton site et j'ai regardé les parties famille, j'ai remarqué que tu prenais ce genre de choses parce que ça parle beaucoup en fait des gens. Ouais, il y a Agnès qui arrive, j'ai pas besoin de faire le non, ménage. c'est pas comme ça que je l'ai vu, mais c'est ce côté où tu vas prendre justement dans la famille le petit bordel entre guillemets. Euh, et en fait, une fois que j'ai terminé de préparer l'épisode et que j'ai vu ça, je me suis dit, je suis sûr que c'est quelque chose qu'elle prendra en photo. Et du coup, je vais le laisser. Donc, j'ai pas enlevé ces petits autocollants qui Et sont en sur le plus, il y a sol. plein de couleurs. En plus, il y a plein de couleurs parce que je trouve, et je vais même te dire mieux, je l'ai même pris en photo après. Et si on va encore un petit peu plus loin, mes 2 enfants, je leur ai acheté des petits Instax, les nouveaux Polaroid, Fuji, ouais. les petits Fuji, mais c'est des Polaroid. Et je regarde un peu ce qu'ils prennent en photo. Et donc, dans mon esprit, ne gâchez pas vos photos. Enfin, un Instax, c'est 1 € la photo, donc tu n'as pas envie qu'ils fassent n'importe quoi avec. Mais aucune photo n'est gâchée. Mais exactement. Alors, justement, c'est là que j'en viens. C'est que je regarde ce qu'ils prennent en photo. Et ma fille, on a une plante verte dans le salon qu'elle adore, qu'elle arrose. Elle a pris la photo en plante verte parce que c'est ça qui est important pour elle. Et c'est ça qui raconte son histoire. Et bizarrement, ça raconte plus son histoire que si je prenais une photo d'elle, moi, en fait. Et tu vois, les choses ont une histoire, les jouets ont une histoire, les doudous. Ma fille, elle prenait à gogo des doudous en photo. Mais c'est important. Après, il y a le fait de prendre son doudou en photo puis de le mettre en scène. Je me rappelle qu'elle le mettait en scène, etc. C'était très drôle. D'accord. Donc, ouais, ça, ces petits détails-là. En fait, c'est ce qui fait la vie, c'est une vie à vivre. Ouais. En fait, en fait, j'aime pas rentrer dans des maisons témoins. Souvent, je dis aux gens, vous rangez les choses que vous ne voulez pas voir. Ouais. Mais s'il y a un carton au fond ou s'il y a un sèche-linge avec du linge qui sèche, laissez-le. Enfin, tu vois, il y a peut-être des couleurs dedans, une bout de culotte qui traîne, un torchon qui me plaît bien, qui peut créer de la matière, qui peut créer un effet de... je vis dans ma maison. Puis c'est en la fait, vie. je suis pas chez Ikea. C'est la vie. Tu parles d'eux et tu parles pas de la photo, en fait. C'est ça. En fait, j'aime bien prendre en photo la famille et l'environnement et ce qui se passe autour. Non, mais c'est bien, c'était important de le préciser. C'est vraiment une réalisation que j'ai de plus en plus ces derniers temps. C'est que c'est vrai que quand tu commences la photographie, tu fais de la photographie pour la photographie. Tu réfléchis pas à ce que tu photographies. T'as envie de rendre les choses belles. Ouais, t'as envie de faire du beau. Et c'est rigolo, d'ailleurs, on a eu cette discussion sur Clubhouse hier avec toute une bande de photographes où entre le beau et le vrai et le bordel et le fait qu'on pouvait faire des photos très bordéliques et pourtant très belles, quoi. Après, j'ai envie de dire, on parle souvent de lifestyle. Ouais. Moi, je fais du lifestyle, entre guillemets. Mais le lifestyle, c'est du fake. Ouais. Pour moi, c'est du fake. C'est-à-dire que c'est genre la vraie vie, mais aménagée comme tu as envie. Moi, quand j'arrive dans des maisons, je bouge les choses, je range les choses pour que ça joue dans les masses, dans les couleurs, dans la structuration et la composition de mon image. Mais du coup, c'est pas du vrai. Alors, des fois, il y a du vrai qui est là et je vais m'en servir. Mais si j'ai envie que le vélo orange de ta fille là-bas soit en premier plan, je vais venir le prendre, en fait, parce que ça va me plaire. Alors, donc, tu t'autorises à tricher, entre guillemets, un petit c'est peu. le principe du lifestyle, c'est rendre... En fait, le lifestyle, c'est pas du reportage. D'accord. Donc, moi, je suis une photographe lifestyle. Je fais pas du reportage. J'en fais aussi. Mais le lifestyle, c'est quand même aller chercher le petit truc qui va faire que dans la compo, dans les masses de ton image, ça va bien, ça matche bien. C'est rendre finalement l'image belle du semi-vrai. En fait, ça t'arrange. En fait, il faut que ça me plaise et que ça plaise à mes clients. Et moi, ça me plaît comme ça. C'est un juste milieu, en fait, à trouver, quoi. C'est entre un Tyler Wirken qui ne touche à rien, qui ne bougera pas, un petit verre sur la table parce qu'il le dérange, il va passer au travers... quoi qu'il arrive, et toi qui vas aménager légèrement, en fait. Mais effectivement, vous n'avez pas la même définition. Lui, c'est 100% reportage et il l'assume et il le vend comme ça. D'ailleurs, je crois que William Lamblay aussi fonctionne comme ça. Elle ne fait que du reportage et ne fait pas du tout la moindre mise en scène, et que si vraiment il a besoin de bouger quelque chose, il va suggérer à quelqu'un que peut-être il faudrait faire ça. Tu provoques ta chance. Hein. Ouais. C'est rigolo parce que tu vois, j'avais eu cette discussion avec lui il y a très longtemps. Et moi, je me suis rendu compte que ce que je faisais souvent, quand j'arrive sur un mariage, j'essaie de commencer toujours tôt pendant les préparatifs. Et je me suis rendu compte que souvent, je les chauffe au moment des préparatifs sur ce qu'ils vont pouvoir faire à leurs copains pendant la soirée. Donc, tu vois, les témoins sont là. Tu les missionnes. Ouais, non, mais je les missionne pas. Je leur raconte des conneries qui sont arrivées ailleurs ou que je grossis exagérément pour leur dire si vous faites pas ça, vous êtes nuls, en fait.
Et du coup, quand tu as envie qu'il lance le marié. Subliminal à 2 balles. Tu sais, quand tu as envie qu'il lance le marié méga haut à un moment de la soirée, qu'il le prenne, qu'il lui fasse faire des trucs. En fait, ça, tu peux pas arriver comme un cheveu sur la soupe à un moment en disant vous allez prendre le marié, vous allez le lancer. Par contre, tu peux très tôt dans la journée leur dire j'étais à un mariage la dernière fois, il s'est passé ça, c'était bien. Franchement, ça, c'est des copains. Ça, c'est des vrais copains. Tu vois, et en fait, tu les piques au vif, et du coup, ça leur trotte dans la tête toute la journée. Ils ont le temps de se chauffer, ils ont le temps d'en parler, ils ont le temps de planifier le truc, ils ont le temps de chercher comment ils vont faire encore mieux que les autres. Et à la fin, tu arrives avec un produit fini. Faire mieux. Mais à la fin, tu arrives avec un produit fini, parce qu'au final, toi, tu n'as rien fait, tu as juste planté une petite graine, mais il faut la laisser pousser aussi par elle-même. Parce que aussi, si tu essaies de faire quelque chose qui est dans ta tête, finalement, tu fais toujours la même chose, il n'y a pas de place à la surprise. Là, tu l'as la surprise, parce que c'est pas toi qui contrôle la situation. Alors ça, c'est dans le mariage. Après, même dans le mariage, moi, je dirige pas mal. Ah ouais ? Ouais. En fait, je perds pas de temps. Ouais. Je sais les images que je veux. Après, je travaille avec la personnalité des gens, etc. En fait, moi, je provoque. Ouais. Je provoque. Je vais pas dire tu fais ci, tu fais ça. Mais je vais poser des petites questions, je vais provoquer. Puis alors, comme je dis tout le temps, moi en mariage, je ne suis pas quelqu'un de discrète. C'est pas moi qu'il faut prendre. Ouais. si vous voulez quelqu'un de discret qui se cache dans les buissons, c'est pas moi. Moi, je fais partie intégrante du mariage. Je suis là, je fais partie T'es une amie du truc. Avec un appareil photo ? Non, je suis pas une amie, je suis la prestataire parce que je suis une prestataire. Mais par contre, j'y prends plaisir aussi. D'accord. Je suis là. T'es présente en tout cas. Je suis là, je parle aux parents, j'adore. Je suis toujours à la table des parents ou des témoins. Enfin, c'est hyper sympa. Les parents, j'adore. J'adore. Mais c'est vrai que je vais aller chercher ce que je veux. Même la belle-mère chiante, tu l'adores ? Ah, j'adore. Ah ouais ? Ah, j'adore. Moi, tonton Marcel, c'est mon meilleur pote. Hein. Je te le dis direct. Hein. Je vais te dire ce que j'ai compris de ces gens-là il y a pas longtemps. J'ai mis longtemps à comprendre ça. Surtout, il peut changer ma vie et me sauver en mariage. Quoi. Donc, tonton Robert, pour moi, ou Marcel ou Bertrand, c'est mon best friend. Ouais, ils savent tout. Ils n'ont qu'une envie, c'est de t'aider à faire ton boulot. Ça. Ils ont envie de le diriger. C'est ça. Mais inconsciemment, ils ont envie de t'aider à le faire. Donc, finalement, c'est des gens passionnés comme nous aussi, quoi. C'est ça. C'est juste que leur passion se met un peu en travers de la tienne. Mais si tu arrives à canaliser ça proprement... Ça fait partie du job, ça fait partie de l'histoire. Et puis, les mariés, ils connaissent tonton Robert. Ouais. Ils kiffent la photo. Ça fait plaisir de le voir avec un appareil en train de prendre ses neveux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, pour moi, je trouve ça hyper important. Comme le fameux débat sur les smartphones, les photos au smartphone et les photos à l'iPad. Ça me pose aucun problème. Mais tu peux en jouer. J'en joue. Et 2, s'il me dérange, je lui dis tu me laisses faire 2 secondes, je te laisse la place après. Ouais. En fait, pour moi, c'est un compromis, c'est une sorte d'équilibre qu'il faut avoir. Et surtout, ça fait partie du jeu. Mais ça te force aussi à être créatif. Si tu as un vidéaste qui est dans ton chemin en permanence, tu es obligé de trouver un endroit où tu vas pouvoir faire ton boulot. Ça m'est arrivé une fois, vidéaste un peu relou, mais je suis allée la voir. Je lui ai dit, dis donc... il faut me laisser un petit peu de place parce que moi, je t'en laisse beaucoup. Ouais. C'est une bonne, mais tu vois c'est une bonne manière de dire. Après, à partir du moment où tu dis les choses avec le sourire, ça match. Toi, tu dis beaucoup les choses avec le sourire. Ouais, ça va. Je parle avec le sourire, c'est cool. Je l'ai dit en intro, moi, ce que je connaissais de toi, et je pense que ce que la plupart des gens connaissent de toi, c'est le travail plutôt orienté famille en studio. Studio ? Ouais. Ah, tu me connais plus en studio ? Moi, je te connaissais plus en studio parce que j'en ai fait très peu finalement. Bah, écoute, c'est ce que j'ai gardé de toi comme image en fait. Depuis, ma base, c'est le lifestyle en fait. D'accord. Vraiment chez les gens, en extérieur, c'est ma base. Et en fait, je suis en train de développer le studio alors qu'avant, je disais tout le temps. C'est peut-être parce qu'on a plus fait connaissance au moment où tu as ouvert le studio, alors que je suis resté verrouillé là-dessus. C'est ça. Mais moi, en tout cas, dans mon esprit, tu étais studio et j'étais longtemps associé au studio, et en rentrant dans la préparation, je suis vraiment arrivé avec cette idée-là, studio, quoi. Parce que j'essaye de communiquer un max dessus parce que j'ai envie d'en faire un max. Peut-être que tu as justement beaucoup communiqué à ce moment-là et que moi, du coup, je suis resté verrouillé sur cette image-là. Ce que j'ai découvert, donc c'est tout ce qui est à côté, en fait. Donc, je te voyais plus en famille, je t'ai découverte entreprise, je t'ai découverte web, je t'ai découverte communication. J'ai découvert tout ça. C'est ce que je trouve impressionnant en fait quand on va sur ton site,
c'est comme tu es limpide dans ta communication. Comme c'est clair, comme ça me fait plaisir de l'entendre. Comme c'est fluide, comme il y a une logique, comme c'est des thèmes qui, a priori, sont super éloignés. Je te dis, moi, je fais... Enfin, un côté famille et un côté entreprise, mais moi, ils sont séparés physiquement parce que c'est pas les mêmes sites. Toi, ça match, ça colle bien. En fait, j'estime que je m'adresse aux mêmes personnes. Ouais. Ma cible, elle est la même. Je m'adresse à des gens. Je ne m'adresse pas à des chiens ou à des chats ou à des tortues. Je m'adresse à des gens. Et en fait, ces gens-là, ils ont une vie pro, ils ont une vie perso, ouais. Ils ont des petits bonheurs, ils ont des petits malheurs ou des grands malheurs. En fait, ils ont une vie qu'ils vivent. Ils ont une vie complète. Enfin, le principe de la vie, quoi. Ouais. Et pour le coup, si je peux être là et si je peux apporter mon expertise, entre guillemets, mon soutien, ce que je sais faire, mes compétences, dans quelconque domaine qui peut leur convenir, allons-y. Moi, j'aime bien, en fait, ce que j'aime, c'est suivre mes clients. En fait, j'ai fait des clients, ça fait 10 ans que je les vois, de la naissance de leurs enfants au mariage, à l'élaboration de leur site internet, de leurs outils de com. Enfin, je trouve ça ouf. T'es dans tous les temps de leur vie, en fait. C'est une confiance. Mais c'est là que t'es plus qu'une photographe, en fait. T'es pas que photographe, du coup. Ouais. Alors, je dirais pas une pote, parce que il y en a certains, c'est devenu des potes. Mais il y a toujours ce système de « attention, je travaille ». Moi, je suis toujours pour « les bons comptes font les bons amis ». Ouais. Jamais je ne devrais d'argent à quelqu'un, à quelqu'un et en plus qui m'est proche. Ouais. D'argent ou de retour de quelque chose de par son travail avec lequel il paye ses factures. Ouais. Donc, en fait, je suis très transparente. Et à partir du moment où je suis transparente là-dessus, pas de souci. On va un peu plus loin dans l'épisode. On va parler de déléguer un peu le travail. Mais on va aborder le sujet rapidement une première fois. Ton site, tu l'as fait toute seule, tu as eu de l'aide dessus, Alors mon site, je l'ai refait 300 milliards de fois. D'accord. Parce que j'adore le bouger tous les jours, tout le temps. Je veux toujours qu'il soit optimal. Dès que j'ai un retour d'un client qui me dit « j'ai pas trouvé ça », je fais « attends, c'est pas normal », donc je vais aller le bouger. Je veux toujours qu'il soit optimal et le plus clair possible. Et surtout, j'ai envie qu'il me ressemble au fur et à mesure. Je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Ouais. Je l'assume totalement. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et comme je dis tout le temps, je suis quelqu'un de très intelligente pour le coup. Mais je l'ai fait toute seule. Après, il y a toute une partie technique, moi, qui m'embête, que je n'ai pas envie de faire et que je délègue totalement à mon pote Romain Kersulek, qui est aussi photographe, qui était dans le web avant. Et du coup, lui, il gère toute la partie technique de mes sites perso et de mes sites pro. D'accord, donc il y a quand même une partie que tu délègues, ce que tu sais pas ou ce que tu n'as pas envie d'apprendre à faire. J'ai pas envie de faire. Ouais. En fait, j'estime qu'à partir du moment où j'ai pas envie, s'il y a des gens qui savent faire et qui ont envie, je les paye pour, il n'y a pas de problème. Ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que ton site web est un travail permanent. Tout le temps, tous les jours. Je suis dessus tous les jours. La plupart des gens, j'allais dire des photographes, mais la plupart des gens qui font un site internet ont tendance à considérer que c'est un grand effort d'un coup et qu'après c'est terminé. Et toi, en fait, tu reviens sans arrêt dessus, en fait. Oui, parce que c'est ma vitrine. Ouais. Les gens, ils voient ça de moi. Et dans un magasin, la vitrine, on la refait de temps en temps. Ah on la refait régulièrement. Ouais. Oui, j'ai bossé dans des magasins. C'est important de le dire. Moi aussi, je suis fils de commerçant, donc j'ai connu la vitrine refaite toutes les semaines. Mais c'est marrant parce que c'est pas évident quand on le dit pas. Ça permet de découvrir autre chose. Enfin, en fait, tu arrives sur le site, tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont changé. Tu sais, c'est comme quand tu vas dans un magasin et qu'en fait, ils changent juste la disposition et les lieux. Ouais. Tu as l'impression de voir des nouveaux produits. Enfin, et tu dis, ouais, c'est trop cool. Donc voilà, enfin, moi, c'est pareil, quoi. Non, mais c'est important, c'est intéressant. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu d'aborder, mais c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, en tout cas, comme ça, de ce travail permanent, sans fin, et qui a besoin d'évoluer en permanence. Et encore, il faut s'estimer heureux, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas changé vraiment totalement la structure du site et que je n'ai pas changé mon logo. Avant, je changeais tout le temps. Mes clients me disaient « mais tu as encore changé, mais c'est encore un nouveau site ?» Je fais ouais, c'est moi. C'est un juste milieu aussi à trouver, quoi. Voilà, c'est-à-dire entre passer ta vie à faire ton site internet et le mettre à jour. Après, par rapport au temps que tu as. On met du temps à se trouver, on met du temps à trouver son identité. Donc voilà, enfin moi là ça fait j'ai fêté entre guillemets mes 10 ans
d'entrepreneur, voilà, je commence à savoir qui je suis, où je vais et pourquoi je le fais, surtout le pourquoi. Mais c'est un voyage sans fin de toute façon. Entrepreneur, photographe, tu es tout le temps en train de découvrir de nouvelles choses, tu es tout le temps en train de te découvrir, tu es en train de comprendre des choses que tu n'avais pas compris jusqu'à maintenant. C'est assez impressionnant. Moi, c'est le truc qui me sidère le plus de ce podcast. C'est comme ma vision de la photo a évolué depuis que je le fais. Parce que discuter avec plein de monde, en fait, et on y reviendra après en parlant de la FFPMI, mais rencontrer les collègues, discuter avec eux de ce qui les motive, de comment, je crois qu'il n'y a pas de meilleure manière de progresser, d'évoluer et justement de grandir quelque part. Exactement. Et le site internet, c'est la même chose. Tu passes du temps dessus, tu parles avec des gens, les gens te font des retours, tu vois ce qui existe à côté, tu peux faire tellement mieux en y consacrant un petit peu de temps. C'est comme du sport en fait, c'est marrant. Ouais, c'est ça. Si tu décides d'être musclé, c'est pas en faisant une grosse séance et puis t'arrêtes. C'est en faisant plein de petites séances tous les jours. Pourtant, je te jure, je fais des séances depuis 2 ans pour avoir des muscles et dans les bras et j'en ai pas. Ça va. Alors, moi, je refais du sport depuis 15 jours et j'ai à peine touché les haltères que j'ai déjà j'ai un mariage dans la famille bientôt et je suis obligé de mettre un costume. C'est la première fois depuis 2 ans. Et effectivement, il y a du boulot. Mais moi, comme j'ai été très musclé jeune, du coup, dès que je pousse un peu, ça revient immédiatement. C'est beau la mémoire musculaire. Il suffit d'avoir été un peu assidu pendant 2-3 ans et tu ressoulèves deux pauvres haltères et puis avoir la motivation. Et effectivement, ce qu'il faut voir, c'est pas le travail que tu es en train de faire tout de suite, c'est le résultat que tu auras dans quelques temps. Il faut être patient. C'est dur la patience. En tout cas, pour moi, c'est dur la patience. C'est dur pour tout le monde, je crois. C'est pour ça qu'il y a tellement de sites internet qui sont mal fichus et qui sont toujours mal fichus. On parlait de la vision que j'avais de toi depuis qu'on se connaît. Il y a un truc que j'ai toujours pensé de toi et que je pense avoir confirmé en regardant ton site, c'est que tu es une photographe de cœur. Tu es quelqu'un qui photographie avec son cœur. Tu as ce côté ultra humain dans ta photographie et même dans le travail pro, je suis resté sur cette même impression. Avant, je voulais pas faire d'entreprise, de packshot et tout ça parce que je me disais, vas-y, je photographie des objets, super. Ouais, ça m'excite pas, tu vois. Et en fait, on m'a obligée, j'ai un client qui m'a obligée de venir faire du packshot parce que j'ai un pote qui lui a dit, appelle-la, elle va dire non, mais oblige-la. Bon, écoute, allez, vas-y, challenge, on y va. Et en fait, il m'a obligée à faire du packshot. Et en fait, c'est juste que j'ai passé un super moment avec l'équipe. Ouais. Moi, le produit en lui-même, ça ne m'inspire pas, je te le dis direct. Mais j'aime les gens qui travaillent autour, pourquoi ils font ce produit, quelle est la suite du programme, le projet derrière. En fait, c'est ça qui me botte. D'accord. On est d'accord qu'on ne parle pas d'un packshot produit sur fond blanc, on parle d'un truc... Si. Ah si, j'ai fait ça. Ouais. Et ça, t'as réussi à trouver un... Et bah ouais, parce que l'équipe était vachement sympa et qu'on s'est marré. Donc, en plus, j'avais mon petit stagiaire à l'époque aussi qui était venu, le deuxième aussi. Et du coup, c'était vachement sympa. C'était cool. Ouais. En fait, je crois que j'essaye de trouver du plaisir dans chaque chose. En fait, ça sert à rien. Déjà, jamais je ne dirais oui si le matin, je me lève et que je n'ai pas la motivation pour aller pour. Ouais. Y a un truc que je dis tout le temps quand j'étais formatrice BAFA. Et ça, c'est hyper important pour les animateurs en colo, etc. Je leur disais toujours, si le matin vous vous levez et que vous n'avez juste pas l'envie ou pas la motivation, pas l'envie ou qu'il s'est passé quelque chose personnellement qui vous tracasse et que vous ne vous sentez pas disponible pour les enfants et pour l'équipe, restez chez vous, je ne vous en voudrais pas et je vous en remercierai. Parce qu'on ne travaille pas avec des boîtes de conserve. Tu bosses à Carrefour. Ouais. Tu mets une boîte de conserve sur un étal et tu lui fais la gueule, il n'y a pas de souci. Ouais. Par contre, tu n'as pas le droit. Et je veux taper du poing. Je peux taper du poing. Tu peux taper du poing, mais on va l'entendre. Voilà. C'est important. On n'a pas le droit de faire subir notre désarroi à des gens qui ne l'ont pas demandé, en fait. Donc, prends le temps et la peine de décrocher ton téléphone, d'appeler ton client et de dire « Je ne suis pas en état, est-ce qu'on peut décaler ?» Il n'y a pas mort d'homme. Il faut être disponible pour l'autre. Et puis, agréable, en fait. Un être humain qui s'adresse à un autre être humain et qui a envie. Donc, toi, en fait, c'est ça ton moteur, quelque part. Ouais. Si je suis pas bien, je reste chez moi. J'ai pas besoin d'aller donner ma tristesse ou ma rancœur ou à quelqu'un d'autre. En fait, ils n'ont pas demandé ça. Et du coup, ça se ressent dans tes photos? Bah, j'espère.
Moi, je trouve. Ok. C'est C'était ma- une affirmation. c'est mon opinion. C'est mon opinion. Je suis resté sur cette impression que quoi que tu fasses, en fait, il y a un côté hyper humain à ton travail, en fait. Et c'est important parce que on va en parler un petit peu plus loin, mais trouver un sens à ce que tu fais plutôt que de faire que de la photo, ce qui est un petit peu, malheureusement, quand tu regardes quelqu'un qui débute, on est tous sur les groupes sur Facebook de photographes, il y a toujours des plus jeunes qui débutent, qui sont dans leur première année, et leurs seules questions, elles sont techniques, en fait. Et moi, je leur dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est ça. C'est quoi les réglages? Je vais apprendre, je vais faire une soirée au flash, j'ai jamais tenu un flash. C'est quoi vos réglages? Bah, ça s'apprend. Ça s'apprend. Après, la technique, ça s'apprend. À partir du moment où tu maîtrises la technique, t'as pas besoin de. Mais la connaître première une question ultra- qu'il devrait se demander, c'est pourquoi? Pourquoi? Ouais. Avant de dire comment. C'est parce que, est-ce que... Après, c'est qu'on n'a pas la même sensibilité. Il y en a qui aiment. Il y a les artistes aussi, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui aiment le beau pour le beau. Moi, j'estime que l'image véhicule un message. Un message, elle est témoin de quelque chose. Si on n'avait pas toutes ces images, on ne saurait pas tout ce qui s'est passé dans le passé. Tout ce qui s'est passé dans le passé. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, moi, c'est le pourquoi. C'est le pourquoi. C'est récent la photo en même temps. Ça fait pas si longtemps que ça existe. Nous, on l'a toujours connu, mais la réalité, c'est que un siècle avant nous, c'était des tableaux pour se rappeler de ce à quoi ressemblaient les Pour gens. moi, quoi. c'est Quand de la quelqu'un- photo aussi. Ouais, mais quand quelqu'un disparaissait, je veux dire, t'avais peu d'occasion de Ouais. garder une image réellement de lui, quoi. C'est aujourd'hui, on est riche de ça parce qu'on peut avoir des centaines et des milliers de photos de quelqu'un. Mais il y a 150 ans, dans une famille pauvre qui n'avait pas les moyens de se faire tirer le portrait, quelqu'un disparaissait, il n'y avait pas de souvenir autre que dans la tête, quoi. Exactement, ouais. Donc on ne sait même pas à quoi ressemblaient les gens. Et puis, avec le temps, les souvenirs s'estompent. Enfin, moi, j'ai une très, très grosse peur, c'est Alzheimer. Ouais. J'ai très, très peur d'Alzheimer. C'est la maladie qui me fait le plus peur. Et déjà, je perds beaucoup mes mots. J'ai une mémoire qui est extrêmement sélective et ça me fait très peur. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir des images de certaines choses et de me dire, oui, je l'ai vraiment vécu. Ça te permet d'organiser tes souvenirs. Ouais. On en revient à l'organisation. Ouais. Je mets dans des dossiers. Tu te rappelles du prénom d'Alzheimer? Pas du tout. C'est comme ça que ça commence. Ah merde. Celle-là, je pense que je la couperai au montage. Il y a un truc que j'ai vu sur ton site et je t'envie beaucoup pour ça. C'est d'avoir la possibilité de proposer facilement des photos pro à la Défense. Ouais. Ça, je trouve ça tellement génial. C'est un de mes terrains de jeu favoris. Ouais. Et de pouvoir aller, ton studio, il est juste à côté. Ouais, mais pouvoir la sortir. Défense, c'est tellement magique. C'est extraordinaire. Bah oui. Il y a plein de gens qui vomissent la Défense. Moi, je trouve Mais que t'es c'est dingue. Il y a tout à la Défense. Il y a de l'art, il y a des buildings, il y a de l'archi, il y a de la végétation, il y a de l'art qui change tous les ans avec les extatiques. D'ailleurs, c'est bientôt. Il y a tout. Il y a de la lumière. Il y a de la lumière, il y a des reflets, il y a des réflecteurs naturels qui sont vachement sympas. T'as des textures, t'as des matières, t'as des couleurs. Non mais il n'y a pas mieux que la Défense. La Défense, c'est New York. Hein, pour moi, c'est le petit c'est ce Manhattan. côté quand tout le monde te dit, moi, j'adore faire des photos à New York. Même la street photographie, il y a une raison pour laquelle il y a plein de trucs qui se font à New York, c'est qu'en fait, il y a tellement de parois vitrées qui réfléchissent la lumière dans tous les sens qu'en fait, tu as de la lumière partout. Tout le temps. Et tout le temps, et où que tu ailles, et avoir une mauvaise lumière, enfin, il y a toujours une mauvaise lumière à New York, mais trouver de la bonne lumière à New York, c'est facile. C'est pas si facile à Paris. Moi qui fais beaucoup de street photographie dans Paris, les immeubles en pierre, ça renvoie pas de lumière. Pas beaucoup, en tout cas. Tu as peu d'opportunités d'avoir plein de matières avec lesquelles jouer dans la ville. Et du coup, la Défense, c'est une vraie bouffée d'oxygène quand tu fais de la street photographie. Et puis, tu as des petits endroits, tu as aussi de l'urbex, tu as vraiment tout. Et puis, tu as des endroits où tu peux avoir du vent, tu as des endroits où tu peux ne pas en avoir. Il y a plein de choses à voir. Ouais. Non, mais tu peux avoir tellement d'endroits différents. D'ailleurs, c'est une des prochaines sorties qu'on va organiser avec la Oui, je sais, FFPMI. j'ai prévu de venir. Il faut que je fasse un jour où je suis dispo. On va s'organiser ça, mais alors on en parlera un petit peu plus loin de la FFPMI, mais je vais juste préciser que j'ai pris en charge les sorties photos de la FFPMI. Il faut être professionnel, avoir un numéro de SIRET pour y participer. Exactement. Mais si vous êtes, même si vous n'êtes pas adhérent, mais si vous êtes photographe professionnel, puisqu'on a décidé de les ouvrir à tout le monde, vous pouvez venir en allant sur le site de la FFPMI. Elles sont annoncées une petite semaine à l'avance. Et c'est, je crois qu'on a défini Une ou tous les deux premiers. semaines, on essaye de
Alors, on essaie de trouver la bonne formule, surtout pour que les gens qui s'inscrivent viennent, parce que quand c'est 2 semaines avant, ils s'inscrivent, ils oublient. Quand c'est une semaine avant, ils ont déjà des engagements, donc il y a un juste milieu à trouver. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes photographe professionnel, allez sur le site de la FFPMI Île-de-France. On vous propose régulièrement... Plutôt métierdelimage.fr. Métierdelimage.fr, voilà, qui est le site de la FFPMI Île-de-France, mais où on propose régulièrement des sorties, des rencontres. Il faut être professionnel des métiers de l'image pour participer, parce que j'ai dit il faut être photographe professionnel, c'est pas vrai, on peut être vidéaste, Oui. et malgré tout on vous acceptera. Professionnel de l'image, c'est-à-dire que tu peux même être youtubeur. C'est vrai? C'est possible, oui. Bah dis donc, venez les Mais youtubeurs. professionnel. Professionnel, avec un numéro de siret. Numéro de siret. Voilà. Mais en tout cas, c'est une bonne occasion aussi de rencontrer les collègues, les amis, de faire connaissance entre nous, et puis de progresser, de grandir quelque part. Exactement. Et donc bientôt on fera la Défense, avec un guide de ouf sur la Défense qui s'appelle Alexis Paoli, qui connaît le coin comme sa poche. Et il faut qu'on se mette d'accord sur quand, comment, mais ça va venir. Donc surveillez métierdelimage.fr. Dans tes photos, il y a toujours un élément graphique. Tu vois, c'est marrant, on parle de la Défense et de tout ça. Dans toutes tes photos que j'ai vues, il y a un élément graphique d'une manière ou d'une autre. Tu arrives toujours à trouver le petit trait, le petit J'aime truc, bien les le petit lignes. alignement. J'aime bien les lignes. J'aime bien les lignes, mais comme tout le monde, je pense que c'est quelque chose d'assez... C'est pas spontané chez tout le monde. C'est contrairement à ce qu'on peut croire. C'est pas spontané chez tout le monde. Tu as des gens qui sont exclusivement sur le moment. Moi, ça a longtemps été ma marotte d'être un photographe de moment, plus que... Même si je pense qu'à un moment ou à un autre, tu alignes les choses quand même. Mais c'est pas une marotte pour tout le monde, les lignes. D'accord. Bah écoute, moi j'aime bien les lignes, j'aime bien le framing, j'aime bien la couleur, j'aime bien tout le principe de l'espace négatif, etc. J'aime bien tout ça. Donc ouais, c'est ce que je vais rechercher. La première chose que je fais quand je rentre dans une maison, c'est les éléments de couleur. Ouais. Mes yeux vont se poser partout où il y a de la couleur pour voir qu'est-ce que je peux faire. C'est la base, parce que la couleur pour moi c'est la vie. Et c'est ce que j'aime. Donc ça te définit tes cadrages en fait à l'avance. Exactement. Tu rentres, tu sais exactement où tu vas te mettre. Genre le vélo de ta fille là, orange, je sais que je l'utilise. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, en fait, tu vas te mettre à peu près à la position où tu es, où tu as le vélo dans le cadre. Et je vais plutôt le mettre en premier plan, ou à voir selon ce qu'on a envie de dire dans l'image et ce que j'ai envie de faire. En fait, ça t'aide à définir où tu vas et où tu ne vas pas. Exactement. Donc du coup, ça te simplifie le job. Et puis ça m'aide à définir aussi l'identité de la maison, de la famille, et la cohérence des images que je veux donner. D'accord. Dans les couleurs. Ah, c'est marrant, parce que moi, j'ai pas ce réflexe des couleurs, mais je suis un garçon. Et alors ? Alors, les filles, vous avez 400 variantes de vert. Hein, les garçons, on a vert. Ouais, à d'autres. Ah, moi, je dis ça à des décorateurs d'intérieur. C'est leur côté féminin qui parle. Non, mais c'est une discussion qui revient régulièrement, mais c'est vrai que les garçons, on a vert, et les filles, vous avez cacadois, vert émeraude, vert d'eau. Moi, voilà, ça me parle pas du tout, ces variations-là. On est d'accord quand même qu'il y a plusieurs types de verre, quoi. On reparlait des mosaïques de ma fille. Il y a un vert clair, un vert foncé. Alors, ma fille, elle me dit, donne-moi le vert machin, donne-moi le vert truc. C'est le clair ou le foncé que tu veux? Non, mais c'est parce que là, tu mets pas de la bonne volonté. Non, si je mets beaucoup de bonne volonté. Quand il s'agit de ma fille, je peux te dire qu'elle n'a pas trop besoin de forcer pour me happer dans son monde. Mais tu vois, je veux dire, c'est vraiment... en tout cas, moi, je ne suis pas quelqu'un... Tu vois, on est chez moi, il y a un peu de couleur, mais c'est pas non plus... ça pète pas dans tous les sens. Et je ne suis pas à la recherche de couleurs en permanence, tu vois. C'est ça qui est... Si tu savais combien de fois on a repeint notre chez nous. Ah ouais. Mon mec n'en peut plus. Ma famille revient à la maison à chaque fois. Ah, vous avez encore changé. Ah, vous avez encore... Mais il y a combien de couches de peinture? Genre 10 cm. Et alors, tu as essayé toutes les nuances de vert de la palette? J'ai tout fait. Je crois que je suis passée du fluo, je crois. Quand j'étais enceinte, j'avais besoin d'une couleur, des couleurs très foncées, après des couleurs très claires. Là, j'ai besoin d'espace. Et en plus, j'ai besoin... Là, je suis très fatiguée en ce moment, beaucoup de travail. Et du coup, j'ai besoin d'espace et de clarté dans mon esprit. Donc là, en ce moment, par exemple, dans notre chambre, tout est blanc, tout est clair, tout est parce que j'ai besoin de liberté et de... Donc c'est ton état d'esprit qui définit la couleur de ta... Ouais, carrément. Bon, Joe, il sait. Alors, tu vois, j'avais noté, j'avais donné une photo qui a priori n'est pas un bon exemple du côté graphique, mais justement moi je trouve que c'est un bon exemple. C'est une photo d'un bébé où en fait ton cadrage c'est grosso modo bouche, bras, téton. Bouche, bras, téton.
Ouais. J'adore la peau. Ces 3 éléments, c'est la peau du bébé, c'est tout ce que tu aimes chez un bébé, c'est t'as envie de croquer dedans un bon coup, quoi. Et justement, j'ai trouvé cette photo-là étonnamment graphique, en fait, alors qu'à la base, c'est un petit être humain, donc t'as pas de... Tu pourrais dire c'est pas les lignes, tu vois. Et en fait, tu arrives à créer des lignes. Il y a de la ligne, il y a des petits plis, il y a la peau qui est... Moi, j'aime bien leur dire mettez pas de crème. Laissez la peau... En fait, j'adore, par exemple, chez les bébés, mon kiff ultra extrême, c'est les nouveaux nombrils. Les nombrils tout neufs. Ouais. Les nombrils tout neufs. Les nombrils, tu sais, où il y a encore la petite pince, où c'est encore abîmé. Ah là là, mais j'adore ça, quoi. Oui, parce que ça parle quand tu as eu un enfant, tu sais ce que c'est. Mais c'est même pas que ça, c'est-à-dire que c'est les derniers vestiges de ce qui le raccrochait à sa mère. Maintenant, il n'appartient plus à sa mère. Ouais. Enfin, c'est un enfant à part entière, c'est un humain à part entière, c'est une pupille de l'État. Enfin, tu vois, il nous accepte. Enfin, nous, quand on fait un bébé et qu'il sort, il est plus à toi. Il est plus à toi. Il fait plus partie de toi. Non, il est plus à toi parce qu'il est indépendant. Il est autonome. Voilà. Ouais, il devient Alors, autonome. Oui. Ça va venir. Mais en tout cas, il ne t'appartient pas plus. Et du coup, je trouve que ce petit nombril, c'est les derniers vestiges de ce qui te raccrochait encore à maman, quoi. Tu vas en parler des détails tout à l'heure, c'est pareil, c'est ça. Tu vas aller chercher le petit truc pas évident En fait, c'est parce que ça me parle dans l'image. Enfin, pas que dans l'image visuelle. Ouais, mais ça te parle aussi dans ton expérience à toi, finalement, Oui. parce que tu as vécu ça aussi. Quand tu as eu un bébé, tu as connu ce moment-là, tu as connu ce moment où c'est ton bébé, c'est ton monde. Et en fait, le fait que tu l'aies cadré comme ça, le môme, il prend toute la place. C'est La première fois que j'ai tenu ma fille dans mes bras, toute première, parce que j'ai eu un accouchement très compliqué, la première fois que je l'ai tenue dans mes bras, je lui ai dit « Tu ne m'appartiens pas ». C'est ouf. Parce que en fait, je trouve ça hyper dur, mais c'est juste pour pas avoir un impact trop fort sur elle et pour lui laisser la liberté de faire ses choix et de faire ce qu'elle a envie dans sa vie et de me dire attention, Agnès t'a dit ça. C'est bien d'en être consciente Laisse-lui, dès le départ. Moi, c'est les à 6 ans, premiers j'ai mots toujours que pas je lui ai compris dit. ça. Moi, j'essaie toujours de tout contrôler, le risque. T'éloignes pas trop, reste à côté. Bah oui, on donne-moi fait la main. attention, ça s'appelle responsabilité. Non, moi, je crois que c'est mon côté mère juive qui ressort à un moment. Non, mais c'est vraiment cette photo-là, je l'ai trouvée vraiment belle parce que ça m'a rappelé moi toute cette période-là. Bon, moi, la première fois que j'ai eu ma fille dans les bras, j'étais pétrifié parce que j'avais jamais tenu un bébé avant et j'avais tenu un bébé avant. C'est ma cousine qui m'a forcé à tenir le sien parce que je trouvais ça ridicule. Mais non, c'est vraiment. Enfin, elle était pas du tout étonnamment pour une maman justement, elle était étonnamment prête à le mettre dans les bras de quelqu'un qui avait pas du tout confiance dans ses capacités à tenir un gosse. Mais la première fois que moi j'ai eu ma fille dans les bras, j'étais tétanisé. En plus, j'étais dans un fauteuil ultra profond. Il y a un moment, la sage-femme qui était un homme me regarde et me dit bon, maintenant vous allez donner le bébé à votre femme. Puis, non, et il fallait que je me lève. J'étais dans un fauteuil qui était d'une profondeur, même les bras libres, c'était un effort de se lever, quoi. Donc avec un bébé dans les bras que tu n'oses pas bouger, mais je peux pas en fait. Il va falloir apprendre, monsieur, quand même. Hein. Et tu vois, il faut prendre confiance. C'est tes photos de bébé, elles m'ont replongé dans ça. C'est rigolo quand même. C'est qu'il y a ce côté qui m'a replongé dans mes souvenirs. C'est pas mes gosses que tu as photographié, mais ça m'a rappelé mes enfants. Ouais. Il y a ce côté très personnel. Je pense que tu as été puisé très loin dans toi, en fait. Je crois que c'est pas cherché. Je pense que c'est comme ça. Ouais. C'est la sensibilité de chacun, je pense. Ouais, en tout cas, tu as une sensibilité là-dessus qui est. En tout cas, moi, pour me replonger dans mes propres souvenirs de mes enfants avec un autre enfant, j'ai trouvé ça fort. Franchement, et je l'ai vraiment trouvé. Mais cette photo-là particulièrement, je l'ai vraiment trouvée très belle. S'il y en a une sur les centaines de milliers, je suis contente. Non, mais il y en a plus qu'une. Mais j'essaie de me concentrer. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui me sautent aux yeux comme ça. On a toujours des photos un petit peu phares qui vont nous parler davantage ou qui vont nous... Ça peut ne pas être les mêmes d'une personne à l'autre, mais je crois que j'arrive assez bien à trouver celles qui vont parler. Les photos qui me parlent, ce sont les photos qui sentent bon pour moi. En fait, elles ont une odeur, un truc vraiment olfactif, quoi. C'est quand je regarde une photo et qu'elle sent bon, je me dis ça sent bon. Mais toi, tu fonctionnes avec les sens. Avec les sens. Ouais. Parce que moi, j'ai pas d'odorat en fait, donc j'ai peu d'odorat. Moi, je suis très sensible à l'odorat. C'est la petite Madeleine de Proust. Je trouve qu'une odeur, c'est incroyable. Mais du coup, quand je vois une photo qui me plaît, je me dis
Ça sent bon. Moi, c'est plus les photos Un qui me film font à de voir musique. que j'ai adoré, qui met bien en avant les sens et je trouve que c'est incroyable, c'est Perfect Sense avec J'ai pas Ewan vu. McGregor J'ai pas vu. et Eva Green, et il est ouf ce film. J'ai vu autre chose d'Ewan McGregor récemment, mais c'est pas Perfect Sense. En tout cas, celui-là, je le trouvais canon. C'est une histoire de sabre laser. Ah oui, ah oui forcément. Ça vient de sortir. Oui, moi aussi, je l'ai vu. Je pense qu'on l'a tous vu. Non, mais c'est rigolo que tu dis ça. Moi, j'ai pas un sens de l'odorat très développé. J'ai pas de réaction. J'ai plein de potes qui sont là-dessus à fond. Moi, pas du tout. Par contre, moi, les photos qui vont me parler, c'est aussi les photos qui font du bruit. Oui. C'est, tu vois, la photo du bébé, moi, je réentends des petits Des trucs, bruits. des petits cris, D'accord. des petits gazouillis, des petites choses comme ça. Et tu vois, les C'est là où perceptions l'impact des uns de et la des autres. vidéo est importante aussi. Non, mais les perceptions des uns et des autres, c'est-à-dire, je pense que je suis plus auditif qu'olfactif, moi, et peut-être toi, c'est l'inverse. Je fais aussi coup, beaucoup d'auditifs parce que très souvent, moi, j'aime écouter. En fait, sur mon téléphone, j'ai enregistré plein de sons. Ouais. Quand ma grand-mère, elle parle, par exemple, je l'enregistre. Ouais. Quand je suis attablée à la table j'adore les terrasses des cafés parisiens. Et en fait, souvent, je bois mon café, je pose mon téléphone et j'appuie l'enregistrement. Et en fait, juste, j'ai les bruits de la ville. Et en fait, j'en ai des milliards de sons comme ça. Je sais pas quoi en faire. C'est extraordinaire Mais ce que tu es en train de dire, parce que moi, j'ai un enregistreur et je fais ça aussi. Ah bah, tu vois. J'ai quoi toujours un enregistreur audio sur moi. Moi, c'est pas mon iPhone, c'est parce qu'en fait, à la base, alors c'est peut-être un épisode qui arrivera dans les mois qui viennent. J'ai décidé en fait que ce podcast m'a ouvert les yeux sur plein de choses et que j'allais faire un projet dessus et que j'allais parler d'expérience à un moment de ça. Et donc j'enregistre les sons par rapport à ça justement. Tu vois, pour dire, moi je suis dans un café, j'ai réfléchi à ça. Alors le projet en lui-même, c'est probablement un truc qui fonctionnera pas. C'est mon premier projet en tant que tel, personnel de photographe, qui est le pont Mirabeau, qui est juste à côté de chez moi, que j'ai commencé à photographier pendant le confinement. Peut-être que ça n'intéressera que moi. Moi, je suis assez content des photos que j'ai faites et je trouve ça joli et je trouve que ça a un sens. Peut-être que ça n'aura de sens que pour moi et c'est pas grave. Mais je veux juste raconter cette histoire-là à un moment. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cet enregistreur, c'est d'enregistrer tous les sons de cette expérience-là et de me dire, si je dois en faire un épisode, j'aimerais garder... tu vois, le pont, comment j'ai décidé ça? Le pont, il y a des mouettes dessus. Et un jour, je prenais des photos et j'entendais les mouettes. Et je me disais, mais ça, il faudrait que je garde. Parce que c'est bien de les avoir en photo, mais le son qui va avec. Et en fait, en même temps, je discutais, je crois que c'était Éric René Pénois à l'époque, qui est vachement dans la captation de tout, en fait. C'est-à-dire, il va faire des gifs animés avec les photos qu'il fait, il va faire des petits films, aussi, il va enregistrer de l'audio, il va faire un espèce de truc multiforme et il m'avait envoyé à l'époque, ça j'ai pas pu le partager parce que c'est des galeries qu'il donne à ses clients donc que tu peux pas, mais en fait il fait une espèce de post de blog avec s'il y a eu une cérémonie, alors lui il fait beaucoup de mariages à l'étranger et tout, et il m'avait envoyé un mariage qui avait eu lieu en Roumanie ou en Bulgarie, je sais plus, et donc il avait sorti des chansons locales. Ah, c'est canon. Et donc quand tu vois sa galerie, tu as des gifs, tu as des photos, tu balances une ambiance totale, musicale qui était à fond dedans. Et ça, vraiment, il est ultra fort pour ça. Et t'es happé, t'es dans un autre truc. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'on exploite très mal Internet parce qu'on essaie de refaire un livre photo avec une galerie, alors qu'en fait, il y a tellement de possibilités. On se donne un tout petit peu de mal que voilà. Mais c'est dingue. Je pensais être le seul taré à enregistrer les sons de la vie. Et comment tu les stockes d'ailleurs? Parce que... en fait, ils sont sur mon appli dictaphone et puis je me les garde dans ma Dropbox et parfois je remets dessus. Enfin, je me remets dessus et j'écoute. Et en fait, il y a un truc tout bête, mais quand on a des enfants, moi, souvent, j'enregistrais ma fille en train de chanter dans sa chambre. Et du coup, maintenant, elle a 13 ans. Et quand on lui ressort, mais la voix a tellement changé. Non, mais c'est les et voix. Du coup, on rigole, mais c'est non, mais réentendre des voix, ça te replonge dans des souvenirs. Moi, j'ai ressorti des films de mon grand-père qui est décédé quand j'avais 10 ans. Tu vois, on est retombé sur des vieux films Super 8, on a trouvé le truc pour les lire. T'entends les voix, les machins, ça te revient, ça te prend à la gorge, quoi. C'est comme l'odeur, en fait, c'est pareil. Non, mais c'est comme l'odeur. C'est extrêmement fort, c'est marrant. Moi, tu vois, les chansons de ma fille et de mon fils, je les enregistre quand on revient de l'école, parce qu'ils les apprennent là-bas, donc ils les chantent sur le chemin du retour. Et donc, je les ai avec le bruit de la ville derrière. Et pareil, tu peux enregistrer quand elle fait ses Legos ou qu'elle raconte des histoires. En fait, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mon téléphone et en fait, je le glissais dans sa chambre le temps qu'elle faisait et puis je m'en allais pour pas qu'elle capte que je sois là. Et
Tu viens de me rassurer d'un seul coup parce que je pensais vraiment être dingue. Pas du tout. Ou alors je suis dingue aussi. On est peut-être dingues tous les deux, mais en tout cas, ça me rassure que quelqu'un d'autre ait eu cette idée. Et ben fait. voilà. Et c'est peut-être que les gens qui nous écoutent font la même chose. Peut-être qu'ils conservent d'autres choses eux aussi. Tu vois, comme quand tu fais un voyage et que tu gardes tous les tickets du voyage pour les mettre dans l'album photo et tous ces trucs-là. Non, mais c'est important et c'est intéressant. En fait, disons que ça, je trouve que ça documente encore plus. Ouais. Oui, ça fait partie de ce que tu as envie de documenter, mais du coup, c'est là que ça transcende la photo. En fait. Je pense que c'est un bon signe dans le sens où tu n'es plus qu'à raconter à travers la photo, et du coup, la photo n'étant pas le seul moyen que tu as de t'exprimer, bah, c'est pas un but en soi. C'est que du coup, tu te concentres vraiment sur ton sujet, en fait. Et ça, c'est peut-être un révélateur. L'image et puis tout ce qui se passe autour, le pourquoi de cette image-là. C'est ton sujet et comment tu le mets en valeur. Exactement. Et plus que comment je vais faire l'image parfaite, c'est comment je vais garder le souvenir parfait. Exactement. Créer le souvenir parfait. C'est important. Ou pas parfait. Ou imparfait, mais justement. Très belle précision. On parlait du smartphone, justement. Toi, tu as écrit un livre sur le sujet de la photo smartphone. Ce que je trouve colle très bien avec le côté très humain de ta photo, justement. Et justement, tu vois, tout s'emboîte bien finalement, parce que cette question, je l'ai écrite bien avant que. Enfin, là, on vient d'avoir cette discussion-là, mais je n'avais pas du tout prévu cette discussion-là. Je me doute. Mais je trouve justement que ça colle bien avec ton côté humain. Qu'est-ce qu'on peut apprendre quand on est photographe professionnel, justement, de la photo au smartphone ? Qu'est-ce que utiliser cet outil-là peut t'amener dans ta photographie à toi derrière si tu travailles ? L'instantané. En fait, en vrai, le smartphone, c'est le seul outil que tu as dans ta poche tout le temps. Ouais. En fait, pour moi, la photographie, tu peux être photographe professionnel avec un appareil qui fait de la photo. Que ce soit un Polaroid, que ce soit un smartphone, que ce soit un iPad, que ce soit n'importe quoi. Tant que ça fait de l'image, entre guillemets. Moi, c'est pas l'outil qui importe. L'outil est un outil. Ouais. C'est bien ça. Je maintiens ça. Pour moi, la photographie au smartphone, c'est la même chose que la photographie avec un boîtier. C'est la même chose. Tu fais l'image, tu crées des choses, tu crées des histoires. Ce qui est bien avec le smartphone, c'est qu'il est à dispo. Ouais. Tout le temps là. Il est tout le temps là. Et ce que je dis à mes clients, parce que je donne énormément de formations photo à des amateurs, à des pros, mais aussi à des amateurs. Et aux amateurs, je leur dis, mais t'as pas besoin d'avoir l'appareil photo dernier cri. On s'en fout. Déjà, il faut que tu comprennes pourquoi tu veux faire de l'image, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant, et déjà, apprends avec ton téléphone. Tu laisses tout le temps sur toi. Ouais. T'as pas besoin de te faire des frais en plus. Avant d'arriver au bout des possibilités de ton téléphone, t'as du chemin, quoi. Exactement. Après, si tu as envie d'aller plus loin dans tout ce qui est technique, etc., on va plus loin, il n'y a pas de souci. Mais déjà, apprends à composer une image et à vouloir à vouloir véhiculer un message. Tu commences par l'histoire, en fait. Bah ouais. Au lieu de commencer par la technique. Ça change pas. C'est ceux que ça intéresse. J'avais reçu Juté Araka dans un épisode du podcast. Je ne sais plus le numéro, je le mettrai en lien dans l'épisode. Mais lui, il a commencé... il a été le premier Instagrammeur de France à l'époque où Instagram s'est lancé. Enfin, le premier, le plus suivi, en fait. Et il a commencé à faire des photos au smartphone. Et il disait un truc qui m'a beaucoup fait rire. Dans les tirages qu'il vend aujourd'hui, il vend des tirages sur son site. Les plus vendus, c'est ceux qu'il a fait au smartphone, pas ceux qu'il a fait à l'appareil photo. Comme quoi. Mais il a commencé par l'histoire littéralement. Et ça, je trouvais ça fascinant, que quelqu'un commence la photo juste pour raconter des histoires et pas pour faire des photos. C'est quand même... Mais tu fais des photos en racontant... Enfin, tu racontes des histoires en faisant des photos. La grosse motivation des gens, c'est qu'ils ont acheté un appareil photo et qu'ils veulent s'en servir, en fait. Pour moi, ce que je vois beaucoup... Moi aussi, j'ai donné des cours de photo. Et la plupart du temps, si on m'a offert un appareil, je veux faire des photos. Mais qu'est-ce que tu veux raconter ? Je sais pas, je veux faire des photos. Ok. T'as jamais eu ça, toi ? Bah non. Enfin, je sais pas, je crois que je l'écoute pas. Tu vois, j'ai une mémoire sélective. Je crois que ça passe ailleurs. Ça te passe au-dessus de la tête. Ouais. Est-ce que tu fais ce truc que moi je fais tout le temps, de glisser des photos smartphone dans tes reportages Je fais pas trop de reportages. Non, mais quand tu fais des photos pour des clients. Moi je glisse plein de photos smartphone à droite à gauche. En fait, j'ai déjà mes stagiaires qui me font pas mal de backstage, etc. Ouais. Et ça, je leur laisse dans la galerie. Par exemple, toutes les photos que m'ont fait mes stagiaires, c'était avant-hier ou mercredi où j'ai fait une séance grossesse au studio, j'ai tout mis dans la galerie pour mes clients. D'accord, parce que tu fais partie de l'expérience. Bah oui.
Je fais ça aussi. Ouais. Je m'inclus toujours d'une manière ou d'une autre. Et en fait, j'ai des clients qui, à chaque fois que je viens faire une séance chez eux, big up à Julien et Aurore, si vous m'entendez. Et en fait, ils ont fait leurs albums photos. Et en fait, à la fin de l'album, ils ont mis toutes les photos qu'on a fait ensemble. En fait, ils me prennent en photo à la fin. Et je trouve ça trop... J'ai une double page pour moi, quoi. Moi, je trouve ça génial. Tu fais partie de l'événement, tu fais partie de la journée. C'est un truc que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. C'est que, en fait, tu les recroises, ils se rappellent de toi comme le photographe. Mais au final, t'étais un prestat, quoi. Ouais. Quand t'es dans l'album, que tu t'es inclus d'une manière ou d'une autre, t'es un souvenir. T'es autre chose. C'est ça. Ouais, je suis carrément d'accord. Et puis, si jamais il n'y a pas ça, si j'ai pas de stagiaire avec moi ou de second avec moi, etc., très souvent, je fais des photos de moi en reflet avec eux. Ouais, tout le temps. Ça... Okay. Tout le temps. Des fois, je m'efface. Des fois, je m'efface, mais des fois, je me laisse volontairement. Je m'efface jamais. En fait, je fais toujours je prends toujours une petite fenêtre et je fais une petite photo de moi avec eux sur le côté, comme ça je suis, vous vous rappellerez de moi. Non, mais ça, c'est un des grands plaisirs de ce métier, je crois, c'est d'avoir cette liberté de pouvoir faire ce genre de petites bêtises et de trouver ça drôle. Mais oui, je suis d'accord. C'est un petit truc fun. C'est un petit truc rigolo, un petit peu puéril, où tu te mets un peu dans le truc en disant coucou, j'étais là. J'étais là. C'est le petit easter egg, c'est ta petite blague à toi. Ouais, c'est ça. En fait, je fais partie de l'histoire, en fait. Mais tu fais partie de l'histoire, mais en fait, ils s'en rendent pas toujours compte. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'ils percutent pas toujours que tu fais partie de l'histoire et qu'ils s'en rendent compte après coup. Du coup, je pense que ça dépend qui tu touches. Et quelles sont tes valeurs et quelles sont... En fait, ta clientèle, en règle générale, te ressemble. Ouais. Donc, ce qui est important pour toi, en règle générale, entre guillemets, c'est que c'est important pour eux aussi. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est rigolo. J'aime bien cette façon de faire. On pourrait parler longtemps de plein de projets différents, mais il y en a un qui m'a attiré plus que les autres, peut-être parce que je l'ai suivi un petit peu plus que les autres depuis un petit peu plus longtemps, c'est Voyage. C'est ces road trips en famille. Alors, ce qui m'a attiré en premier, c'est Bubble. Bubble, il est parti. Le van que tu n'as plus, je crois, tu l'avais vendu. Ça y est, il est vendu. Et puis, numéro bis arrive le 15 juin. Là. D'accord. Voilà. Il a déjà un nom ? Au numéro bis. C'est le deuxième, quoi. C'est pas mal. Mais en tout cas, ça m'a marqué parce que ça fait un peu rêver le côté road trip en famille. C'est très à la mode. Un truc, c'est très à la mode. C'est très à la mode. En même temps, le faire. Alors, je pense que le vivre, c'est pas aussi glamour que ça en a l'air dans les photos, parce qu'il y a plein de petits trucs du quotidien que tu vois pas sur les photos, comme on se douche. Ou alors, ça dépend comment tu le vois. Ouais. T'as pas l'odeur ? Non, pas du tout. Non, mais... À part la litière du chat, on va tester cet été. Non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a ce truc-là, et ça fait des belles photos qui racontent une vraie histoire à laquelle les gens peuvent s'identifier. Mais ma question, c'est est-ce que c'est plus difficile quand on fait partie des sujets ? Moi qui prends des photos de la famille, enfin, je veux dire, c'est moi qui fais les photos de la famille. J'ai du mal à être dedans, même si j'ai toujours ce biais de me glisser dans un miroir, dans un machin et tout. Finalement, je suis très peu dans les photos de la famille. Comment est-ce que tu gères ça, toi, dans ce projet-là ? Parce que tu es beaucoup dans les photos, toi, par contre. Ouais, parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Parce que je fais partie de l'histoire de ma famille. Parce que je veux que ma fille, elle sache que maman était là. Ouais. Et au-delà de nos photos personnelles que moi, je fais et que ma fille va faire et que j'oblige mon mec à faire, moi, je suis la première consommatrice de séances photos auprès de mes collègues. Des séances photos, j'en ai fait à gogo. Je prends avec plein de collègues. C'est hyper important pour moi d'avoir des photos de nous. Ouais. Mais parce que je crois en mon produit. Ouais. De base, en fait, on ne peut pas parler mieux d'un truc que dans un truc auquel on croit à 100%. Ouais. Et moi, je reste persuadée que c'est hyper important et que ça fait partie de l'histoire de ma famille et de ma fille. J'ai pas envie qu'elle m'oublie et qu'elle me dise « t'es toujours sur les photos, enfin, t'étais toujours derrière. Ouais. » Après, donc au-delà de ces photos personnelles que nous, on va prendre au sein de la famille, déjà, je suis une très grosse consommatrice de séances auprès de mes collègues. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur mon site là-dessus qui s'appelle « La photographe photographiée » où j'ai fait un récap de toutes les séances que j'ai faites avec tous mes collègues. C'est incroyable. T'en as fait combien ? Oh, je sais pas.
Plein. Beaucoup, plein. Ouais. Non, mais on en revient au même sujet en fait en permanence quelque part, c'est que c'est l'histoire et pas la photo. Enfin, les parents qui font des photos de leurs gosses, souvent ils ont un appareil photo, ils veulent faire des photos, ils se posent pas la question de ce qu'ils racontent en fait. Ils prennent des photos de leurs gamins. Ouais, l'objectif c'est de raconter nos excursions, ce qu'on a vécu à ce moment-là, les copains qu'on a rencontrés. Les galères qu'on a eues sur la route. Enfin, ça, c'est fun. Et puis, ça t'oblige à être créatif sur comment tu t'inclus dans l'image, en fait. Et du coup, je ne sais pas si tu connais, mais avec Magali de Les Voyages de Tao, Magali Selvi, qui est une autre photographe et qui, elle aussi, est beaucoup sur la route et qui a un super compte Instagram qui s'appelle Les Voyages de Tao. Et en fait, on s'est donné un challenge, le challenge Photovan. Et en fait, on essaye de s'inspirer l'une de l'autre de certaines images. Ouais. Et ça, c'est dinguissime parce que, en gros, elle fait une image, elle me challenge sur cette image et je dois refaire à peu près la même. Ouais. Mais en fait, c'est pas copier, c'est s'inspirer. Mais pour le coup, ça va être très différent et on va mettre notre patte pour rendre cette image unique. Et c'est génial de voir nos images, l'une et l'autre, côte à côte. Et du coup, il y en a d'autres qui participent à ce challenge. Et en fait, on aimerait bien faire un jour une expo, pourquoi pas, de ce truc-là. C'est une situation vue par plusieurs photographes différemment, dans plusieurs endroits différents, toujours incluant le van et la famille. Et du coup, c'est très drôle et surtout très challengeant. D'accord, et ça te permet d'être challengeant. Voilà. Ouais. Il y a un endroit où on peut voir ça sur Instagram. D'accord, il faut suivre sur Instagram. Il n'y a pas un endroit qui regroupe le tout Pas encore. Je ferai peut-être, je vais voir avec Magali ce qu'on peut mettre en place. Mais c'est vraiment super. Alors, on finit toujours la partie philosophie photo en parlant d'une image en particulier. Et là, l'image, du coup, elle va venir de ces voyages-là parce que celle-là, je l'ai trouvée... Alors, c'est probablement pas la photo qui restera dans l'histoire de toi, mais j'ai trouvé qu'elle résumait bien. En fait, c'est un cas d'école pour moi. C'est d'un sujet qui est intéressant, mais relativement banal, qui doit être magnifié par la façon dont tu prends la photo. C'est une maison qui s'appelle La Poulette. Ouais. C'est pendant un de tes voyages. En gros, il y a 2 photos sur ce passage-là. C'est un paysage assez vaste, assez lointain, assez classique. Mm-hmm. Et la photo de cette maison-là. Et cette maison-là, c'est une jolie petite maison qui a manifestement un passage local. C'est fou aussi sur Instagram. Voilà, mais qui est un truc. En fait, le truc, c'est que c'est certainement... Enfin, c'est une maison au milieu d'un champ, quoi. Y a pas grand-chose. Toi, tu l'as prise, c'est avec ton accord, on la mettra dans les notes d'épisode pour que les gens la voient. Toi, tu l'as prise à travers, il doit y avoir une grille quelque part à côté. Tu l'as inclus de manière à la cadrer entre des morceaux de cette grille. Et du coup, elle a un relief qu'elle n'aurait pas eu si tu avais fait une photo basique en arrivant comme ça. Et je trouve, justement, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu l'histoire derrière cette photo et pourquoi elle est comme ça et qu'est-ce qui s'est passé, comment t'en arrives à la faire comme ça, parce que justement je trouve ça intéressant de voir que t'es en vacances, t'es pas en train de bosser, t'as juste envie de garder un beau souvenir de ça. T'aurais pu ne pas faire d'effort, faire une photo en regardant la poulette, genre tu prends de près le truc la poulette ou de loin la maison sans te poser de questions et puis voilà, super, la photo existe, c'est réglé et tout. Non, t'as fait un effort conscient de faire une jolie photo de ça. En fait, je vais te raconter l'anecdote de ce truc-là. En fait, on est parti en vacances dans la Manche. Il a plu tout le temps. Sachez que les vacances en van, c'est génial. Mais alors, la pluie et l'humidité, c'est magique. Et en fait, j'avais pour objectif, c'est moi qui avais préparé ces vacances-là, et j'avais dit à Joe, j'ai envie d'aller voir. En fait, il y a plein de cabanes. Les cabanes sur la plage, j'adore ça. Il y a plein de couleurs, il y a plein de styles, c'est très linéaire. Enfin, j'aime beaucoup tout ça. Et je me suis dit, viens, on se fait un road trip cabane. Ouais. Et du coup, on a commencé à faire les cabanes. Et donc, à chaque fois, on trouvait un petit laps de temps où il pleuvait plus pour vite aller là-bas et aller voir, aller s'amuser d'entre les cabanes, etc. Et en fait, il y a ce qu'on voit sur Instagram. Joe me dit tout le temps, tu fais tes vacances en fonction d'Instagram. J'aime bien voir ce qu'il y a sur Instagram. Je suis photographe, en même temps, on ne peut pas me changer. En fait, sur Instagram, tu as l'impression d'avoir accès à plein de choses. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et en fait, l'image que je me faisais de cette image-là et de cette petite maison, genre d'avoir accès, limite de pouvoir rentrer dedans, etc. Et pas du tout. En fait, c'est un truc où tu ne peux pas rentrer,
qui est grillagé à côté d'une plage. Je voyais pas du tout cet endroit comme ça. Et en fait, tu n'as pas accès à cette maison. Tu ne peux pas rentrer dedans, tu ne peux pas aller autour, tu ne peux pas. Ou alors, tu sautes par-dessus les grillages. Et je suis pas dans ce style-là. Donc, j'ai voulu juste montrer le fait que je n'y avais pas accès. Voilà. Donc, finalement, tu as passé un message dans le message. Écoute, si on va comme ça. C'est une forme de poupée russe. Non, mais c'est ça. c'est important de comprendre aussi ça et comment ça se construit. C'est que finalement, il y avait quand même une histoire à raconter et que voilà, c'est. Il y en a qui prennent le droit d'avoir accès à toutes ces choses-là et des fois, tu n'as pas accès. Ça appartient à d'autres personnes, Ouais, c'est privé, faut etc. un petit peu, quoi. Voilà, tu as un. Puis c'est comme ça que ça se respect. retrouve fermé, entouré par une grille, parce qu'à un Exactement. moment, ils en ont marre. Et ils deviennent un peu plus virulents. Il y a des rues dans Paris comme ça, notamment la rue Crémieux. Ah bah oui, j'en j'aurais ai peut-être fait pas des dû dire, photos à l'époque. j'aurais peut-être pas dû dire ce nom, mais Je effectivement, où les riverains deviennent dingues, parce qu'à un moment, ils ont été envahis par tous les photographes amateurs ou professionnels de Paris. Et du coup, quand tu te pointes là-bas, tu te fais recevoir à coups de fusil, quoi. Ouais. Ils sont pas très contents. En même temps, tu peux pas vraiment leur en vouloir, parce que franchement... ça doit être compliqué à vivre quand même. Si on parle côté plus business de la photographie, aujourd'hui, c'est quoi ta source de revenus principale dans tes spécialités ? Tout est relativement à l'équilibre, Ouais, je dirais. un peu de tout. Du corpo, du particulier, du web. C'est très... Oui, je trouve que c'est assez équilibré. Et puis, on en avait parlé la dernière fois pendant l'AG de la FFPMI, mais ma plus belle récompense, je trouve, ma plus belle récompense, c'est de maintenant être payée pour les projets perso que j'ai fait pendant 10 ans. Ouais. Et ça, c'est pour moi... En fait, je me dis, la boucle est bouclée, entre guillemets. Je suis arrivée à ce que je voulais. Mais payé comment, dans le sens où ces projets ont amené d'autres projets qui font que tu peux être rémunéré, ou parce qu'à un moment, ils ont été... En fait, j'ai toujours fait des projets personnels sur la maladie, sur le fait de me sentir utile et d'apporter quelque chose à des malades, etc. Et ça, c'était pour moi, ça a toujours été très important. Ouais. Alors attention, je ne fais pas de photothérapie. Je n'ai pas de diplôme de thérapeute, je ne suis pas thérapeute. J'apporte ce que je peux dans la photographie pour aider sur certains sujets. Et en fait, la maison Grégory Le Marchal m'a contactée pour travailler l'image et la confiance de soi par l'image et par la photographie avec des malades. Et en fait, je suis payée pour. C'est pas un projet perso. Ouais. Je suis pas allée les démarcher, c'est eux qui sont venus. Mais c'est la suite logique Et de en ce que tu as fait, fait. pour moi, c'est juste, je travaille avec une équipe incroyable, dans une maison incroyable, avec une association incroyable qui met des choses en place pour les malades, qui sont au-delà du soin médical. Ouais. Et en fait, c'est toute ma vie, quoi. Enfin, C'est ce que tu avais envie de faire, en tout mais cas. en fait, je me dis, je suis née pour ça. Enfin, je me sens, tu sais quoi, je me sens tellement à ma place. Je suis tellement heureuse que ça leur apporte. Moi, ça m'apporte autant. En fait, j'aime dire ça et je le dis dans mon site, mais j'aime vous offrir tout ce que je suis pour vous offrir tout ce que vous êtes. Mais en fait, c'est tellement ça. J'ai envie de tout donner pour qu'ils se sentent bien et que même si ça leur apporte 1% d'un truc, Ouais. c'est le 1% qu'il fallait. C'est les petits pas qui Tu font... vois c'est quoi, c'est l'expression? C'est les petites rivières qui font les grands océans. Ouais, c'est les je sais pas trop. Mais petites rivières devient un grand fleuve, un truc dans le genre. Mais voilà, on en revient au truc qu'on disait tout à l'heure, c'est quand tu veux être musclé, tu t'entraînes un petit peu tous les jours et pas une seule fois. Exactement. Et là, pour le coup, je suis hyper honorée de travailler avec eux, avec cette équipe, avec ces patients qui sont super. J'adore. C'est dommage parce que la maison n'est pas beaucoup connue. On essaye de travailler dessus. C'est un peu pour ça que tu es là aussi. Oui, je vais en parler. Non, mais c'est important. Mais non, c'est super. En plus, toutes les personnes qui sont là pour eux. Enfin, on a tellement d'idées, tellement de choses à mettre en place. En fait, c'est une maison qui accueille des adultes qui sont atteints de la mucoviscidose. Et en fait, ces adultes-là sont malades, mais ils ont subi une greffe qui leur fait gagner
en vie, espérance de vie. en espérance de vie, ou alors qui ont eu le nouveau traitement, qui marche d'enfer. Et du coup, c'est juste que ces malades-là qui, au départ, se disaient, dans quelques années, je suis plus là, se voient redonner des décennies. des décennies, et qui se disent, ok, il faut que je revoie toute ma vie. Ouais. Ouais, ce que j'étais en train de me dire, c'est que quand tu as fait toute ta vie en te disant je partirai jeune, et que tout d'un coup on te dit en fait tu vas vivre un peu plus vieux. Et comment tu gères ouais. ça? Et tout seul, c'est dur. Ouais. Et pour le coup, ça c'était Étonnamment, un très gros projet de Grégory Lemarchal et de du coup toute sa famille, de pouvoir donner accès à l'art, mais aussi à autre chose, à ces personnes-là qui doivent se reconstruire, doivent se construire. Ouais, se construire tout court, oui, parce que tout court, qui était déjà plus ou moins construit, mais qui partait un peu... Qui avait prévu de vivre vite. C'est ça. Et du coup, cette maison-là, c'est les patients... Les patients peuvent s'inscrire, tout est pris en charge, ils viennent pendant une semaine sur des semaines à thème. Donc tu as la vie relationnelle, tu as la vie professionnelle, et puis tu as la confiance et l'image de soi. Ouais. Donc moi je travaille beaucoup sur la confiance et l'image de soi, mais je vais aussi peut-être travailler sur les autres quand les semaines seront ouvertes. Et du coup, l'objectif, c'est qu'ils s'inscrivent pendant une semaine, ils ont un planning où ils peuvent travailler, où ils peuvent avoir accès à différents corps de métier et différents ateliers qui peuvent les aider à développer des choses, à créer des choses, à se sentir eux-mêmes, à trouver leur place, etc. On dit attention. On ne dit pas qu'en une semaine, ils vont ressortir chamboulés. Ouais. Mais par contre, ça va peut-être leur apporter quelque chose. Et pour le coup, je trouve ça juste super. Vous pouvez les suivre sur Instagram. C'est @ maison Grégory Lemarchal. Et franchement, c'est juste génial. Je mettrai les liens dans les notes d'épisode. Et puis, comme ça, en même temps, on mettra toutes les infos. C'est tout neuf. J'imagine qu'il y a des moyens de les soutenir. Oui, on peut faire des dons. On peut même travailler bénévolement avec eux. L'inauguration est bientôt de la maison. Elle est à Rueil. Elle est située à Rueil. Et ils ont ouvert en décembre. D'accord. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Comme ça, les gens qui veulent aller voir, ils pourront y aller. Autre investissement de ta part, gros investissement de ta part, parce que ça prend du temps et c'est pas toujours simple à gérer, c'est la FFPMI Île-de-France. Tu es la nouvelle présidente. Félicitations. Il y a eu des élections il n'y a pas longtemps. La première question, c'est pourquoi tu t'es investi dans la fédération ? Alors, je t'avoue qu'au départ, j'étais pas très très investie. Et puis, je m'en suis rendu compte quand même au fil du temps. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà un gros réseau de par PEPS, les journées PEPS, etc., le congrès qu'on avait mis en place avec Amélie Soubrier. Donc en fait, j'avais pas l'impression de travailler seule, puisque j'ai toujours été entourée. Si j'ai un talent, c'est de savoir m'entourer. Ouais. Voilà, j'ai toujours été avec beaucoup de monde. La FFPMI, au-delà d'être entourée et d'avoir du monde avec qui partager, c'est aussi un syndicat qui te permet de défendre ton métier, de rassembler les gens, d'informer, c'est une source d'information énorme, et de défendre le métier. Et Dieu sait que ces 2 dernières années, on a eu besoin d'être défendu. On a eu besoin d'être soutenu, d'être défendu, de pouvoir survivre pour certains. Pour préciser les choses un peu plus concrètement, je pense que si on a eu des aides aussi longtemps en tant que photographe, la FFPMI n'a pas été étrangère. Pas du tout. Et que voilà, je pense que les aides se seraient arrêtées. Elles se sont déjà arrêtées très tôt, je trouve, parce que les conditions se sont durcies petit à petit et que un mois, moi, je me rappelle la dernière fois où en fait j'avais un mois de mai où j'avais fait genre 52% de mon chiffre d'affaires du mois de mai de référence. Et donc, j'ai pas eu droit aux aides. Et les aides du mois de juin, tu y avais droit si tu avais touché les aides du mois de mai. Ça. Donc déjà, tu perds 2 mois. Tu perds 2 mois, t'as pas compris. Mais effectivement, je pense que ça serait arrêté beaucoup, beaucoup plus tôt sans votre intervention. Enfin, je sais qu'à l'époque, moi, je suivais pas mal. J'avais beaucoup discuté avec Léa, qui était la présidente à l'époque de la région Île-de-France. Elle est toujours vice-présidente, elle s'occupe de ça. Mais qui nous faisait remonter les infos. Effectivement, moi, j'avais pu voir de près qu'effectivement, on pouvait vous remercier fort. En fait, ce qui est dingue, c'est que ça a été un travail de dingue. Les gens de la FFPMI ont travaillé non-stop. Non seulement non-stop, en fait, ils ont tout mis. En fait, on voit les aides, etc., mais on ne voit pas tout le travail qui a été fait derrière. Et je peux vous assurer que c'est un travail de malade. Et bénévole, hein. Attention. Ouais. Alors, j'avais ma question suivante, c'est pourquoi il faut adhérer, mais je crois qu'on vient d'expliquer pourquoi il faut adhérer à la FFPMI. C'est
pas très cher. C'est 225 ouais. euros à l'année. Sachant qu'il est possible de payer en 4 fois, qu'on met en place des choses hyper sympas, que les présidents de région sont hyper cool. Vraiment, et puis ça crée vraiment des synergies. Ça crée des ambiances hyper. Enfin, on peut partager, on peut créer. Enfin, on peut s'investir aussi sans être élu. Moi, je ne suis pas élu dans le bureau, j'ai rien à voir avec ça. C'est juste que j'aimais bien organiser ces sorties photos et que du coup, on essaye de mettre des choses en place, ouais. Il y a ce côté familial. En tout cas, moi, personnellement, je suis adhérent à FFPMI depuis avant le Covid. Juste avant, pas beaucoup avant, mais quand j'ai découvert que vous étiez là et que je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je m'investisse dans ce genre de choses, j'ai adhéré tout de suite et je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir renouvelé mon adhésion et renouvelé encore. Et c'est important, ce genre de projet, dans un sens plus large. On parlait, et puis c'est du soutien, c'est-à-dire que c'est facile de se plaindre, ouais, on n'a pas eu ça, si derrière, t'adhères pas. Enfin, à un moment donné, il faut suivre tes convictions et aller jusqu'au bout. On a le droit de critiquer quand on est irréprochable de soi-même. Si t'es pas contente du président, mais que t'es pas allé voter, mon gars... Ouais, effectivement. Voilà. C'est pas idiot. C'est l'occasion aussi de parler d'autres projets. Moi, je voulais parler de la belle photographie parce que voilà, moi, je connais Pierre-Louis, c'était un des premiers invités du podcast, et donc je l'ai connu avant qu'il lance la belle photographie. Il y a eu plein de débats sur ce qui s'est dit, ce qui s'est pas dit, des petites erreurs de communication qui ont eu lieu récemment. Moi, je les trouve pas graves. Ça a fait plus d'histoire que ça aurait dû en faire. Comme je les connais, je peux le dire, moi, je pense qu'ils sont de bonne volonté, ils sont pleins de bonnes intentions. Malheureusement, tu peux être plein de bonnes intentions et faire aussi des erreurs et dire aussi des bêtises et aller des fois dans la mauvaise direction et te reprendre quand même. L'essentiel, c'est que quand même, il y a une bonne volonté quelque part. Donc, si vous avez des projets comme ça et que vous avez envie de les soutenir, faites-le en adhérant, parce que dire je soutiens, c'est super, c'est très bien, mais à un moment, il y a de l'argent, quoi. Il n'y a pas de secret. Pour que les choses avancent sans argent, c'est toujours un petit peu plus compliqué. C'est ça, il faut se donner les moyens. Et tu me parlais, quand on en parlait, d'un autre annuaire qui s'était créé. Qui s'appelle Mon Bébé Bonheur, qui a été créé par Amélie Soubrier aussi, et qui est spécialisé pour les grossesses et pour les bébés, aussi de la famille, puisque j'ai des clients qui me contactent aussi pour de la famille pour le coup, et qui est aussi un super annuaire qui fonctionne très très bien, qui s'appelle Mon Bébé Bonheur. D'accord, écoutez, on va mettre les liens. Mais en tout cas, voilà, si vous avez... Je vous oblige pas à être d'accord avec moi. Il y a des gens qui n'aimeront pas la belle, comme il y a des gens qui n'aimeront pas Après, j'ai envie de dire, il y a des initiatives françaises. Ouais. À un moment donné, il faut soutenir ces initiatives françaises. Et même si on n'est pas d'accord avec tout, entre guillemets, c'est juste que l'erreur fait partie du processus de création. Et si on ne tombe pas, c'est difficile de savoir se relever. C'est de toute façon, et qu'il faut on fait tous aider des les erreurs. gens faut leur donner la main et puis essayer de se relever tous ensemble. Mais repense à tes premiers jobs photographe. Tu peux t'en souvenir avec des grands sourires, parce que moi, perso, je regarde des fois ce que je faisais il y a 10 ans et je me marre. Oui, c'est mon tout premier mariage il y a 10 ans. Si je rendais ça aujourd'hui, je ferais pas trop. Bon, c'était pas le même prix non plus, tu vois, mais si je rendais ça aujourd'hui, j'aurais mal. Et c'est vrai que quand tu regardes, souvent, tu vas faire des formations avec des vétérans qui font des photos extraordinaires et qui te sortent leur toute première photo de mariage, tu peux que te marrer parce que c'est ridicule. Donc, on a tous fait ça. J'ai envie de dire, moi c'est la belle parce que je les connais, que je crois en eux, et que voilà, et c'est la FFPMI parce que je vous connais et que je crois en vous. Il y en a d'autres, ça va être autre chose. Il y a plein d'autres annuaires qui font plus ou moins débat ou pas débat, ou qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Mais bon, au final, c'est important quand même à un moment d'en soutenir au moins un, en se disant peut-être que ça va donner quelque chose, et si ça peut, tant mieux, quoi. Voilà. C'est comme Ampara, c'est comme toutes ces plateformes qui veulent mettre en place des choses. Ampara, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Creative Live français. Ouais. C'est une initiative française créée par Xavier Navarro, qui est un super photographe de mariage, mais pas que, qui est un entrepreneur incroyable. Donc c'est des initiatives françaises. Tu vois, Ampara, je suis adhérente. Alors, je ne regarde pas beaucoup de formations parce que je n'arrive pas à trouver le temps. Mais je veux soutenir. C'est hyper important pour moi de soutenir ça.
Ouais, donc au lieu de râler qu'on n'a jamais rien Exactement. de fonctionnel, finalement, il existe quand même des choses. Effectivement, bon, il y a un coût, mais bon, c'est quand même pas C'est déconnant. pas déconnant. C'est quand même pas déconnant d'en choisir une. On vous dit pas de tous les soutenir, mais d'en choisir une. Parce que Au moins la FFPMI, quoi. c'est, ouais. Non, mais c'est même pas que ça. C'est vrai que si tu soutiens tout le monde, ça monte vite à 2-3 000 euros par an et c'est pas tenable. Mais bon, à un moment, il y en a bien un qui correspond à ce que tu as envie à ce que tu as envie de voir et à ce que tu as envie d'avoir. Et c'est vrai que par défaut, il y a la FFPMI, mais il y a des projets et c'est vraiment quelque chose. Parce que je l'ai vu, la connerie qu'ils ont dite, franchement, qu'ils ont fait. Je pense qu'ils ont fait une bonne grosse connerie. Je pense qu'ils l'ont compris. Ils ont pas géré la forme. La forme n'était pas même le fond, je suis pas sûr, mais c'était pas utile. Bon, bref, ils ont voulu affirmer leurs valeurs de la mauvaise manière. Ça leur a bien explosé à la figure. J'ai pas trouvé ça très juste dans le sens où certains arguments étaient limites et étaient c'est la réaction basique que tu as habituelle face à un nouvel annuaire qui se lance en disant bon, ils sont juste là pour prendre du pognon et tout. Mais voilà, bon, même si c'est pas eux, il y a forcément quelque chose qui vous correspond et rapprochez-vous un peu des autres et dites-vous que voilà, il y a peut-être une initiative qui fonctionnera pour vous et qu'il faut la soutenir et pas que par les mots, quoi. Carrément. Et d'ailleurs, juste la belle, j'en profite, j'ai signé mon premier mariage grâce à vous. Donc, je vais renouveler mon adhésion juste pour ça. Je m'étais noté, c'est pas bien présenté, mais tu es une photographe qui investit, entre guillemets. C'est peut-être pas la bonne manière de le dire, mais tu as des stagiaires, tu vas avoir une alternance, les stagiaires nous regardent, ils ont levé la tête. Ça y est. On parle de nous. Tu vas avoir une alternance qui va commencer bientôt, tu as un studio photo. C'est rigolo parce que l'image du photographe moderne, c'est un peu le mec qui est tout seul chez lui devant son ordinateur, j'ai été moderne qui va faire pendant des photos, 10 ans. voilà. Mais qui essaie en tout cas de générer le moins de frais possible. Toi, tu pars, manifestement c'est relativement récent, mais tu pars un peu dans l'autre direction où tu investis, où tu grandis comme ça. Alors, c'est quoi la logique derrière ça? Est-ce qu'il y a un déclic? Alors moi, j'ai aucune logique. Déjà, j'ai aucune logique. En fait, je pense que je vais au gré de mes envies. J'estime que je me lève le matin pour faire ce qui me plaît. Et si je me lève le matin et que je n'ai pas envie d'aller travailler, reste couché. Donc, faire tout le temps la même chose, non. C'est pour ça aussi que je suis très diversifiée et que je n'ai pas de niche. Ma niche, c'est l'humain. Ouais. Donc déjà, je me suis créé ma niche. Ça y est, c'est bon, c'est l'humain. Quoique, si on me disait de faire des photos de tortues, pourquoi pas, je pourrais kiffer. Ou de poney. En tout cas, j'ai commencé, et je continue, je continue à faire beaucoup de lifestyle. J'adore aller chez les gens, j'adore aller en extérieur, j'adore découvrir de nouveaux endroits, etc. Mais j'avais envie de développer ma créa aussi et de me pousser dans mes retranchements et d'essayer d'aller plus loin et de voir le studio autrement. J'ai mis 2 ans. En fait, j'ai commencé le studio en 2016 avec Amélie Soubry. On avait un studio toutes les deux à Garches. Ensuite, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à trouver mon chez moi, en fait, que j'arrivais pas à trouver mon identité. Ouais, de partager avec quelqu'un, tu es obligé de faire des compromis. C'est même pas ça, c'est que déjà Amélie, elle avait eu un studio, elle a toujours travaillé en studio et puis elle a eu une manière bien précise de travailler. Et pour les gens qui connaissent Amélie et moi, savent à quel point on est très différentes. Ouais. Même si on adore bosser ensemble, on est très différentes. Et du coup, j'arrivais pas à trouver mon truc. Ouais. Du coup, j'ai voulu aller toquer à la porte de Milena. Ces photos m'interloquaient. Non, on dit pas ça. On dit ça. Si, je crois qu'on dit ça. Et du coup, je suis allée voir Milena. Milena Perdriel, c'est une fille un peu perchée qui m'éclate. Elle est passée dans le podcast, je mettrai le lien de son épisode. Ouais, dans les elle est géniale, puis elle est d'une bienveillance totale, etc. Et je crois que j'avais envie de voir autre chose. Ouais. J'avais toute la partie structurée d'Amélie et j'avais envie d'aller voir ailleurs. Juste d'ailleurs, tu parles de Milena, elle a lancé une chaîne YouTube qui s'appelle Les Pavés Bleus, qui est géniale. C'est tellement drôle. Allez voir parce que franchement, c'est encore une initiative française. Voilà. Et c'est bien fait, c'est sympa. Et pour une fois qu'il y a une chaîne YouTube sur la photo qui se lance et qui est vraiment
fun. Ouais. Elle est drôle. Ouais, elle est drôle malgré elle, en fait. Je crois aussi. Même pas que, mais c'est tellement sympathique, c'est tellement enjoué, c'est tellement plein de bonne humeur. Et elle assume tellement son rôle que voilà, c'est vraiment chouette. La parenthèse est fermée, je te laisse continuer. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je suis allée voir Milena pour qu'elle m'ouvre mes chakras. Ouais. Clairement, je lui ai pris un one-to-one sur 3 jours. Moi, quand j'y vais, j'investis. Et du coup, elle m'a fait faire des choses, elle m'a fait travailler sur moi, etc. Et en fait, elle m'a dit des petits trucs qui ont bouleversé ma vision du studio. Et du coup, pendant 2 ans, elle m'a prêté son studio avec Jacques, Mathéos. Ils m'ont prêté, voilà, j'ai travaillé avec eux, j'ai loué leur studio quand j'en avais besoin, mais ils m'ont prêté l'accès à leur studio pour ma clientèle. Ils m'ont ouvert leur studio. Et du coup, j'ai commencé à faire un peu ce que je voulais, à réfléchir vraiment à ce que je voulais pas. Et puis, à un moment donné, j'ai senti une opportunité. Après, les opportunités et la chance, ça se provoque. Je suis allée la chercher. Et il y a un local en bas de chez moi qui s'ouvrait à des candidatures. Et du coup, j'ai fait pendant 1 an quasiment, j'ai répondu à l'appel, j'ai pas arrêté de les saouler. Je voulais le local pour pouvoir créer mon espace, mon univers, parce que ce que je ne voulais pas, c'était comme Milena m'avait formée, j'avais pas envie de prendre son identité qui déjà ne me correspondait pas, et je savais au fur et à mesure ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Quand j'allais dans son studio, je lui disais toujours qu'est-ce que tu ne veux pas que j'utilise, qu'est-ce que je peux utiliser pour ne pas venir sur tes plates-bandes, quoi. Ce qui est normal. Et du coup, j'ai cherché, et finalement, j'ai su à un moment donné ce que je voulais. J'ai mis 2 ans à savoir, mais ça y est, je l'ai. Et j'ai ouvert mon studio avec exactement ce que je veux. Et je suis tellement fière. C'est mes fonds, c'est tout ce qu'il y a, c'est la couleur à gogo. Enfin, moi, j'ai l'arc-en-ciel chez moi. Et c'est les textures, c'est en fait en fait j'ai encore des milliards d'idées. Par contre j'ai que 25 mètres carrés, donc je ne peux pas tout stocker, mais voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai envie de faire plein de tests, et j'ai l'impression que ça renouvelle dans mon moi intérieur une nouvelle dynamique. Tu vois comment je bouge là. C'est rigolo parce que tu dis t'as monté ton studio, bon, t'as cette espèce d'image de je trouve un local, je mets mon studio, voilà, point, c'est fait, quoi. En fait, on voit pas toujours le cheminement que c'est, même, tu vois, le cheminement intellectuel de dire j'étais avec quelqu'un dans un studio, j'ai été voir quelqu'un d'autre dans un studio, j'ai vu ce que j'aimais, j'ai vu ce que j'aimais pas, et au moment où j'ai compris ce que j'aimais pas, j'ai monté mon studio à moi. Et ça a été encore un autre cheminement parce que c'était autre chose, et c'était des trucs et tout. Et c'est marrant, en fait, de voir la construction de ça. Parce qu'encore une fois, moi, je te le dis, je pense que c'est parce que je t'ai connu avec Amélie à un moment ou que je t'ai toujours associé au studio comme ça. Et finalement, en vrai, toi, tu étais dans ton cheminement, mais il n'était pas du tout fini, en fait, ton cheminement à l'époque. Je ne savais pas où j'allais. En fait, je découvrais. Ouais. J'étais un bébé photographe studio. Mais c'est un bon. Après, tu as eu des bonnes aides aussi, tu as eu des bonnes influences, quoi. Oui, mais je te l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Mon plus grand talent, c'est de savoir m'entourer. Si j'ai un talent, c'est ça. C'est mon talent. Je le dis, c'est mon talent. J'ai que des gens trop bien autour de moi. Et du coup, alors du coup, tu délègues un peu, toi, ou pas? Alors, je délègue, par exemple, tout ce qui est site internet. Je travaille avec Romain Kersulek, clairement, et en fait, on travaille à 2. Donc, du coup, je lui délègue une partie, moi, je fais une partie, lui, il fait l'autre partie, parce que ça lui plaît aussi. D'accord, etc. mais tu délègues en fait ce que tu sais pas faire, mais déléguer ce que tu saurais faire. Je sais faire. Tu sais faire, mais tu n'as pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Et lui, ça le fait kiffer. Donc, écoute, contrat win-win, quoi. On est bien. Et puis, à 2, il paraît qu'on va plus loin. Ouais. Donc voilà, puis j'adore travailler en binôme, j'ai travaillé pendant des années avec Amélie, pendant les formations qu'on faisait à travers la France, Sublimer la mariée, etc., qu'on en a fait une 30aine pendant 2 ans, avec Peps. Donc moi j'aime bien travailler avec les gens, travailler tout seul c'est cool, mais travailler avec les gens, ça me fait kiffer. D'accord, non mais c'est important, enfin, encore une fois on est sur ce côté du photographe solitaire qui travaille tout seul, qui fait tout, du site internet à la com, à la compta. En fait, ça s'appelle un chef d'entreprise. Ouais. Mais le truc, en fait, c'est que des fois, on a beaucoup à gagner. C'est un grand débat qu'on a sur un des groupes tout mal en ce moment. C'est de
de se débarrasser / déléguer Ouais. toutes les choses que finalement on fait sans avoir envie de les faire et que du coup on fait pas bien. Il y a Parce qu'on les- on délégué les et précipite. délégué. Ouais. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde ce mot. Mm. Déléguer, c'est demander un résultat, peu importe la manière dont ça va être fait. Ouais. Et il y en a beaucoup qui veulent continuer à gérer ce contrôle, à contrôler tout ça. Et ça s'appelle demander de l'exécution, en fait. Et pour le coup, c'est très différent parce que ça te demande autant, voire plus d'énergie. Oui, parce que tu as un contrôle qualité derrière, etc. Déléguer, c'est demander à son stagiaire d'appeler la sage-femme et d'aller lui demander et de gérer avec elle comment tu peux récupérer mon expo. C'est ce qu'a fait Raphaël hier. Moi, je lui dis, voilà, tu as son numéro, tu te débrouilles avec elle, tu organises un rendez-vous. Et l'objectif, le résultat derrière, c'est que moi, j'ai l'expo. C'est que je récupère mes photos. Maintenant, que ce soit demain, après-demain, à quelle heure, comme ça t'arrange, en fait. D'accord, mais c'est Mais ne c'est à pas toi de mettre gérer. ton nez dedans, en fait. Voilà, c'est ça. Une fois que c'est donné, c'est Exactement. donné, tu ne vas pas te remettre dedans. Exactement. Ouais, mais c'est quelque chose, je crois. Tu donnes les outils. En fait, on a toujours j'estime que j'ai toujours un devoir de moyens, mais pas de résultat. Mais tant que je me donne les moyens, je pourrais pas. Non, mais c'est un lâcher prise. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire. Tu vois, sur l'histoire du pont Mirabeau que je te disais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir une assistante qui était extraordinaire, qui m'a été recommandée par Alison, qui l'a fait travailler. Et j'ai l'impression de ne pas avoir profité, alors que franchement, mais vraiment, elle était top. Et je pense que j'aurais pu beaucoup plus m'appuyer sur elle. Mais j'ai pas osé ou j'ai pas été capable de déléguer. Et c'est une vraie question que je me pose quand je te vois arriver avec 2 stagiaires, de me dire, moi, je suis pas foutu de déléguer à une personne. Toi, tu peux déjà en avoir 2. Alors, attention, avec des stagiaires, on délègue pas. Oui, c'est pas nos salariés, c'est non, pas, tu vois, on leur donne des petites missions, on essaye de leur faire comprendre le métier, etc. C'est plus le côté confiance, moi, qui est difficile pour moi. C'est ça que je veux dire, c'est que tu arrives à avoir confiance en des gens pour faire des choses pour toi et que le résultat va être fait. S'il y a un truc que je sais faire, c'est relativiser. Il n'y a pas mort d'homme. Parce que je sais pas faire, moi. Ah ouais, mais quand tu travailles beaucoup avec aussi la maladie, toutes ces choses-là, tu te dis, ok, t'as échoué, c'est pas grave. Ça fait partie du processus de création et d'évolution. À un moment donné, si ça marche pas, tant pis, on fait autrement, on va au-delà, c'est pas grave. Rien n'est grave. Ils vont te le ressortir, je vois le sourire. Après, il faut juste se donner les moyens. Moi, j'ai envie de gens qui ont envie. S'ils ont envie, ça match. Même si ça marche pas, c'est pas grave. Si t'as pas envie, tu restes chez toi. Et c'est pas grave non plus. Ça veut dire que c'est pas ta voix, en fait. Pour les quelques fois où j'ai délégué, où ça s'est mal passé, j'avais confondu 2 choses. C'est l'envie et la capacité. Et en fait, le truc, c'est que tu peux avoir la capacité et pas l'envie. C'est beaucoup plus grave que d'avoir l'envie et pas la capacité. Parce que quand tu as l'envie et pas la capacité, tu trouves des moyens de faire. Exactement. Quand tu as la capacité et pas l'envie, tu trouves des moyens de pas faire, en fait. C'est pas mal comme ça. Dernière question de ce côté business, est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? Ouais, je gagne bien ma vie. Ouais. Parce qu'en fait, ma liberté fait aussi partie de mon salaire. Alors maintenant, j'ai 2 sociétés. J'ai une micro-entreprise pour le web, activité du design, et j'ai une SASU pour la photo, activité photographique. Et je gagne bien, en fait, je dis tout le temps que je ne veux pas de croissance économique, je veux une croissance de mon épanouissement. Et ça, il y a les gens, ils ont du mal à comprendre parfois. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre cette logique. En fait, moi, je préfère travailler moins pour vivre plus. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais c'est... J'ai envie, en fait, mon objectif, je vous le dis, je travaille pour partir en vacances. Je travaille pour partir en vacances. C'est pas mal comme... Et du coup, ma liberté, le fait de pouvoir aller me faire un resto avec des potes, le fait de prendre du temps pour la FFPMI, même si je suis épuisée, le fait juste de partir par-ci, par-là, ou d'enregistrer un podcast avec toi, moi, ça me fait kiffer. Et c'est du temps. En fait, pour moi, ça fait partie de mon salaire, cette liberté-là, et de me dire, aujourd'hui, dans mon agenda, je fais ce qu'il me plaît. J'ai la même réflexion aussi, mais c'est rigolo. J'ai eu il n'y a pas longtemps avec Eric Bouvet cette discussion quand je l'avais interviewé,
où je suis arrivé. Alors moi, je viens d'un monde de business. J'étais dans l'immobilier pendant des années, donc forcément, ça laisse des traces. D'où ce magnifique appartement. Voilà, aussi. Mais forcément, ça laisse des traces dans ta façon de voir les choses. Et effectivement, c'est un monde un monde d'argent. Faut pas se leurrer. C'est vrai que, par exemple, l'épisode d'Éric Bouvet, quand je suis arrivé, j'étais encore dans cette optique qu'un photographe qui a du succès est un photographe qui gagne beaucoup d'argent. Et j'ai eu cette discussion avec lui il n'y a pas longtemps, donc je me permets de la rapporter ici, où je lui ai dit, en fait, on parlait de totalement autre chose, et je lui ai dit, j'ai revisité ton épisode et je me rends compte que j'étais complètement à côté de la plaque en t'interviewant, parce que je t'ai demandé si tu gagnais correctement ta vie aujourd'hui, comme si c'était quelque chose qui était important pour toi. En fait, je me suis rendu compte après coup que ça ne l'était pas, que c'est quelqu'un qui court après les expériences, que Éric Bouvet, ce qui l'intéresse, c'est d'aller en Ukraine, ce qu'il vient de faire pour couvrir la guerre, c'est de courir le marathon de Paris. Il a 60 ans passés, Éric, quoi. C'est courir le marathon. En fait, c'est quelqu'un qui vit. C'est quelqu'un qui je pense que c'est ça qui l'intéresse, et que derrière, il gagne sa vie correctement et ces trucs, mais c'est secondaire. Après, oui, il y a des factures alors, secondaires, oui, mais après, il y a des factures à payer. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais si tu arrives à trouver l'équilibre entre ces choses-là... C'est son équilibre, il est trouvé, et derrière, en fait, il fait ce qu'il a envie de faire. Et je me suis choqué moi-même à réécouter cet épisode-là, parce que du coup, je l'ai réécouté. De temps en temps, je vous réécoute tous, parce que voilà, c'est la richesse aussi de ça, c'est de pouvoir revisiter les conversations qu'on a pu avoir avec les gens. Et je lui ai dit, je suis désolé, je pense que je n'étais pas pris par le bon angle, en fait, au moment où on a enregistré le podcast. C'était l'angle du moment. C'était l'angle du moment, exactement. C'était aussi ma perception du moment. Peut-être que je le réinterviewe aujourd'hui et que c'est pas du tout la même discussion qu'on a, et que voilà. Mais en tout cas, c'était quand même génial de me retrouver avec Éric Bouvet dans sa cuisine à discuter photo. C'est sympa. C'est magique, quoi. Le jour où ça arrive, moi j'étais dans mes petits souliers, il m'ouvre la porte, je vois Éric Bouvet. C'est la dernière fois que la fois d'avant où je l'avais vu, c'était sur un salon photo, il était sur une scène. J'ai dit, Éric Bouvet, c'est le moment où je crée le podcast, et je me disais, le jour où j'aurai Éric Bouvet dans mon petit podcast, ce sera une grande étape. Ce sera une grande étape. Et tu vois, c'est quand c'est arrivé. On remercie encore Franck Portelance de Fujifilm France d'avoir fait en sorte que ça arrive. On arrive à la conclusion de l'épisode, dis donc. Déjà, mais moi je peux continuer toute la journée. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps, mais on va dépasser 2 heures d'enregistrement, et ça peut compliquer les choses. C'est quoi le pire moment de ta carrière ? Waouh, le pire moment de ma carrière, je sais pas si j'en ai. Je pense que c'est c'est des pires moments, mais c'est quand un client n'est pas totalement satisfait de ce que tu as pu lui donner. Ouais. Ce qui est très dur, c'est quand tu es très transparent par rapport à ce que tu fais, et que derrière, le client, il dit non. En fait, je me suis donné les moyens de tout te donner, en fait. Donc, très souvent, alors pas très souvent, parce que ça m'arrive pas, en fait, mais il y a pas longtemps, j'ai eu des personnes qui n'étaient pas contentes de leurs photos parce que ça n'était pas ce à quoi elles s'attendaient. Pourtant, je leur ai montré les photos sur le boîtier, et ça avait l'air très clair. Et en fait, j'ai eu un mail incendié. Et là, tu tombes des nues. Et en fait, je n'arrive pas. Un mail, genre, qui fait 3 pages de truc, avec tout ce qui n'allait pas. Alors que je pense que j'étais là. En fait, quand j'ai envoyé ma galerie à mes potes, je leur ai dit comment c'est trop canon. En fait, j'adorais. Et en fait, le fait que toi, tu te dises waouh, c'est trop canon, et que eux, ils aiment pas, tu te dis mais attends, il y a un truc qui va pas. Et en fait, j'arrive pas à répondre par mail. Elle m'a dit de l'appeler demain. Non, j'arrive pas. Donc j'ai appelé tout de suite, parce que moi j'ai besoin d'avoir les gens au téléphone et dire ok. Et puis c'est horrible, ça te tourne dans la tête. Ah non, mais moi je fais partie de la team qui ne peut pas me coucher avant d'avoir résolu un conflit. Je suis anti-conflit, j'y arrive pas. Et du coup, je les ai appelés, et en fait, j'ai senti qu'elle avait besoin de me redire tout ce qui n'allait pas. Donc je l'ai écoutée, et à la fin j'ai dit ok. Quelle est la solution pour que je vous rende heureuse ? La question magique. Ok, est-ce que je dois revenir ? Il n'y a aucun souci, je reviens. Après, il y avait plein de choses en fait qui ne faisaient pas partie de mon métier, entre guillemets de photographe, parce qu'elle m'avait contactée pour de la photo. J'ai fait de la photo, mais c'était pour leur site internet. Et en gros, il y avait des choses qui n'allaient pas dans le site internet par rapport aux images. Donc du coup, je lui ai tout refait bien. Je lui ai même fait des exemples de header qui pourraient aller, etc. Je leur ai fait
passer mon expertise entre Ouais. guillemets web et com aussi en disant mais normalement c'est votre web designer qui devrait s'adapter aux images, c'est pas l'inverse. Ouais. Bref, mais c'est pas grave, mais voilà ce qu'on peut faire, voilà les solutions. Mais en fait, elle revenait tout le temps sur ce qui n'allait pas. Ok, Il y a des gens qui j'entends, sont comme ça. Ouais. j'entends tout, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que vous voulez ? Je peux revenir, je peux recréer des images, à ma charge bien entendu, il n'y a pas de souci, je reviens en fait. Et en fait, j'ai plus de nouvelles. Finalement, elles ont utilisé les photos et puis voilà. Mais c'est dommage parce que j'aurais voulu aller au bout du truc. Mais je pense que je vais... Bah tiens, en reparlant, je pense que je vais leur envoyer un petit mail en disant comment ça va. Ta réaction, et je pense la meilleure réaction, c'est quand quelqu'un n'est pas content, chercher une solution. Ah oui, moi je n'ai Quelle marre est des la trucs solution Parce que qui avancent non, pas. j'ai raison, J'ai autre chose non, à faire t'as dans ma tort. vie, quoi. Non, j'ai raison, non, Oui. c'est moi qui ai raison, machin. T'avances pas en fait. Comment tu fais pour donner une bonne expérience à quelqu'un ? Moi, En fait, ma carte du monde n'est pas la leur. Ouais, mais C'est-à-dire ça- que moi, ce qui va me plaire peut ne pas Mais leur plaire. on parlait des références à l'instant avec Eric Bouvet, c'était ça. T'as pas la même référence. Moi, j'ai eu ça avec une mariée il n'y a pas longtemps, où pendant que je cherchais leur photo de couple, elle avait son bouquet, elle était avec son marié. Moi, j'étais en plus, on me voit sur la photo qu'elle m'a envoyée derrière en train de chercher ce que je vais faire en photo. En fait, pendant que je faisais ça, il y a un invité qui est passé, qui les a pris en photo avec son smartphone tous les deux, dans le décor que j'avais choisi, avec le bouquet. Sauf que moi, à cet endroit-là, c'est pas ce que j'avais prévu de faire, donc j'avais fait des trucs un peu plus serrés, où ils se prenaient dans les bras, et trucs, et parce que le décor, pour moi, s'y prêtait pas. Et elle m'envoie cette photo, elle me dit, bah tiens, t'as fait cette photo, j'aimerais bien la voir. Et je la trouvais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que, erreur de ma part, j'ai fait des photos d'eux tous les deux, mais j'ai pas une photo d'eux tous les deux avec elle, avec son bouquet. C'est Erreur ou pas, c'est ouais. que toi, tu as estimé qu'autre chose était plus important. J'y ai pas pensé parce que j'étais dans un autre truc et j'ai Ouais. considéré qu'ils m'avaient engagé pour un autre genre de photo que ça. Donc j'ai fait une photo de tous les deux proches, côte à côte, qui se serraient. Mais effectivement, il lui manquait le bouquet dans cette photo-là. Et finalement, c'est ce qu'elle voulait. Et la question que j'ai posée, c'est comment j'arrange les choses ? Mais oui. C'est tout. Il n'y avait pas réellement de manière d'arranger les choses, à part les faire se rhabiller en tenue, retourner à l'endroit, refaire la photo, ce qui n'était pas réellement une option. Mais s'il fallait que je leur offre une petite séance en parallèle ou quoi, je le faisais, c'était pas un problème. Mais en fait, c'est pas bien de vouloir avoir raison à tout prix. De dire non, c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort, parce que t'as pas forcément raison, elle n'a pas forcément raison non plus, il y a peut-être personne qui a tort dans ce cas-là. Mais comment tu fais pour que tout le monde soit content au final, en fait ? C'est ça la question. C'est qu'est-ce que toi, ça te coûte ? Qu'est-ce que ça leur apporte ? C'est quoi le rapport entre les deux ? Est-ce que ça te coûte 2 heures ? Ils sont super contents derrière. Ben voilà. Fais-le, fais leur plaisir. C'est ouais. Moi, j'estime que c'est comme ça, ouais, qu'il faut c'est pas communiquer. Pas plus compliqué que ça, voilà. je pense, en vrai. Donc voilà, le pire... C'est ça. Et le meilleur moment, du coup, c'est quoi ? Le meilleur moment, j'ai photographié... le meilleur moment... Enfin, bon, j'en ai plein des meilleurs moments, finalement. Est-ce qu'ils sont tous... que des meilleurs moments. Est-ce qu'on peut les quantifier, les qualifier en termes de valeur ? Il y en a toujours un qui te revient plus facilement que les autres. Il y en a un qui me revient parce que j'en ai parlé sur mon site à l'époque, la meilleure photo émotion. On m'avait posé une question. C'est en fait quand j'ai photographié un accouchement. J'ai photographié qu'un seul accouchement en 2012 à la maternité de Neuilly. Et en fait, c'est une maman qui avait accepté que je vienne. C'était son 3e enfant, parce que je ne voulais absolument pas photographier une maman où c'était son premier enfant. Je voulais qu'elle vive la chose d'abord, avant de m'accepter. Et en fait, c'est une photo où le bébé il sort tout simplement du ventre de maman. Et en fait, pourquoi c'était le meilleur moment pour moi ? Il s'appelle Elliot, d'ailleurs, et puis il doit avoir 10 ans maintenant. Bah attends, on est en 2022, donc il a 10 ans. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est rigolo. Et en fait... Pourquoi c'était important pour moi ? Parce que c'était thérapeutique. J'ai eu un accouchement, moi, très difficile en 2008, avec une césarienne en urgence, 30 heures de travail. Bon, ça a été très compliqué et j'ai pas vécu d'accouchement. Finalement, j'ai pas vécu mon accouchement. Et du coup, le fait de le vivre à travers cette dame-là, qui en fait était juste une cliente de base avec qui j'ai fait des photos de grossesse que je ne connaissais pas. Et je lui ai posé la question, ils ont mis du temps à me répondre pour savoir si oui ou non ça les intéressait. Et puis finalement, elle m'a dit oui. Et du coup, ça s'est fait. Et, j'ai été contente de participer à ce moment important. Mais c'était surtout aussi... En fait, c'était un échange win-win. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait du bien à moi aussi. Ouais. Et je pense que le fait d'avoir vu un accouchement, ce que c'était... pour de vrai, et d'avoir pu immortaliser ça pour eux, c'est un peu comme si je revivais le mien.
Et ce qui était drôle, la petite anecdote de ce moment-là, c'est que je suis, à un moment donné, tout s'est bien. Enfin, moi, j'étais du côté du papa, hein, bien sûr, les photos comme ça, pas du côté médical. Mais en fait, à un moment donné, j'ai voulu m'éclipser de la chambre pour les laisser tous les deux avec bébé. Et en fait, la maman m'a ramenée en me disant, tu fais partie de l'histoire. Enfin, reste avec nous. Tu fais partie de ces moments, quoi. Ouais. Et en fait, j'ai posé l'appareil. Enfin, je l'ai posé, je l'ai gardé à mon poignet, mais je l'ai baissé et juste, j'ai profité de ce moment-là avec eux. Et c'était trop bizarre. J'avais eu l'impression de vivre un peu comme mon accouchement. Non, mais du coup, t'as un lien avec ce petit maintenant. Tu m'as dit, je l'ai revu il y a pas longtemps. Je le vois pas tout le temps, mais c'est vrai que ce petit Elliot, pour le coup, je sais pas si c'est le lien avec cet enfant, mais c'est le lien avec la famille, avec cette maman et ce papa qui m'ont fait confiance. Non, c'est les allergies. Ouais, d'accord. On va dire ça comme ça. C'était important pour moi. Okay, c'est un beau souvenir en tout cas. Oui. On arrive à la toute dernière question de l'épisode. Qui est-ce que tu me recommanderais comme invité pour un prochain épisode ? C'est que je sais, moi. Qui ? Amélie. Amélie, elle est déjà prévue. Il me faut quelqu'un que je connais pas. Pourquoi pas Romain Kersulek, avec qui je travaille pour le web et qui est photographe. D'accord. Et je pense qu'il a des choses à dire et en fait, on se frite assez souvent parce qu'on n'a pas trop la même vision des choses et c'est quelqu'un qui est beaucoup trop gentil. Il a une très grosse voix par contre, faut qu'il articule bien. On va s'arranger. Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est tellement généreux. Mais tellement généreux. Je crois que c'est ça son mot. Tellement généreux. On va arranger ça hors antenne. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne ? Alors, partout où on peut me retrouver en ligne. C'est quoi ton site ? agnèscolombo.com, Colombo avec un O et pas comme l'inspecteur Colombo avec un U. Sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. J'ai plein de vidéos YouTube quand même. D'accord, il y en a quand même quelques-unes. Quelques-unes. Instagram, j'ai que Agnès-Colombo pour le pro, où je mets tout mon pro, c'est-à-dire que même les sites et tout est mélangé. Parce que je m'adresse à la même cible. Et puis Agnès-voyage, AJE à la fin pour faire Agnès, Jonathan et Amy. C'est Romain qui nous a donné l'idée. Je trouvais que c'était génial. Pour le côté perso. Et puis voilà. C'est pas mal. Je mettrai tous les liens dans les notes d'épisode. Il me reste à te remercier d'avoir participé à cet épisode. C'était super intéressant et ça m'a fait très plaisir. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête et je suis content qu'on ait enfin enregistré cet épisode ensemble. Je suis super ravie moi aussi d'être là. Merci Agnès. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.